Salut Maxime, comment ça va? Salut Francisco, ça va très bien et toi? Ah, ça va super, merci de venir dans le podcast. Euh, du coup, j'ai plein de questions, mais peut-être ça pourrait être sympa que tu dises quelques mots un peu sur ce que tu fais aujourd'hui, juste pour les gens qui te découvrent. Ouais, ça marche. Ça marche. Alors, moi, je m'appelle Maxime, j'ai 33 ans au moment où on enregistre et donc je suis média buyer, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises qui ont besoin de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on verra après exactement ce que ça implique, mais voilà Ouais, pour la présentation simple. ouais, très bien. Et en fait, justement, moi, j'aimerais bien, entre guillemets, pousser la cassette, tu vois, la bobine en arrière, quoi. Parce que j'ai vu que toi, tu viens de Centrafrique. Tu es arrivé à l'âge de 20 ans, c'est ça, en France? Ah, c'est mon père. Ah, c'est ton père. Ah, tu vois, j'ai tout confondu. Toi, t'es arrivé du coup quand? Moi, je suis né ici. Ah, t'es Moi, né ici. ouais, je suis né ici et c'est mon père D'accord. qui est arrivé pour finir ses études effectivement de Centrafrique. T'as peut-être dû voir Ouais. l'article de journal sur... J'ai vu ça. Ouais, exactement. Je pense que j'ai lu trop vite. Yes. D'accord. Donc, toi, t'es né en France et ton père est venu après à 20 ans. Ah, c'est ça. Et il y a une histoire quand même assez, enfin, qui revient justement là-dessus. C'est que, est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette histoire? Peut-être c'est ça qui t'a motivé après derrière Ouais, en fait, à te lancer. mon père est arrivé de Centrafrique avec normalement une bourse. C'était un bon étudiant en Centrafrique et donc, comme chaque année, certains pays africains ont des accords avec des universités françaises et donc l'université de Centrafrique avait, enfin de Bangui pour être précis, avait un accord avec celle de Poitiers. Donc mon père est arrivé avec une bourse qui n'a jamais été versée. Donc Ok. faut s'imaginer que un Africain qui arrive en plein mois d'hiver à Poitiers, où il connaît personne, sans argent, la situation est compliquée. Dans une petite cité U, il pouvait pas payer son loyer, etc., etc. Donc c'est vraiment un des trucs. Et il a ensuite, je vais pas dire galéré, mais il a eu des difficultés pendant toute sa vie. C'est quelqu'un qui est surdiplômé et qui a jamais réussi à trouver de travail dans sa spécialité. C'est un ingénieur et voilà, il a été agent de sécurité à la Fnac. Il a travaillé dans le ménage, dans le nettoyage, il a travaillé sur des chantiers. Tous les boulots un peu clichés que tu peux imaginer, tu vois, Oui, oui, bien sûr. un immigré faire, lui, il les a fait. Alors pourtant, bah, Ouais, c'était une tronche et c'est toujours une tronche. Là, c'est un truc qui m'a marqué et moi j'ai toujours dit, j'ai la chance, moi, pour le coup, d'être né ici, d'accord. très Ouais. bien implanté ici. Euh, et j'ai toujours du coup ce goût de me dire, voilà, je veux bien gagner ma vie, je veux pas dépendre, je veux pas chercher un travail comme lui a pu chercher un travail, tu vois, plein de portes se refermer. Donc oui, c'est un truc qui m'a marqué. Ouais, parce que toi, du coup, t'as déjà été salarié ou t'as immédiatement commencé Ok, Je sais pas ce que c'est que le trop salariat. fort. J'ai fait des stages en entreprise, mais c'est tout. Ouais, ouais, t'étais obligé avec l'école, c'est ça? Exactement. Ouais, Du coup, ça t'a suffi, ça t'a donné un aperçu. ouais, j'ai vu que franchement, s'il fallait le faire, je le ferais pour manger, comme Oui, on bien dit. sûr. Mais D'accord, moi, j'ai toujours su que je voulais être à mon compte. d'accord. Et moi, je voulais un peu revenir sur ton histoire personnelle, un peu familiale, tu vois. Et du coup, comment ça se fait que ton père, lui, il était resté si longtemps là-bas? Donc toi, t'es resté sans lui pendant 20 ans, c'est ça? Ou Non, bien même fin. en fait, c'est à son arrivée en France que mon père a connu ma mère. Et donc, Ok. moi, je suis né en France, je suis né à Poitiers, du coup, D'accord, d'accord. Je comprends. J'essaie de comprendre le truc. de Ok, ok, remettre les pièces du puzzle. ok. Et Donc, donc non, c'est non, là il rencontre ta mère. ouais, il rencontre ma mère, donc début des années Ok, 90 à Poitiers. ok. Je nais, et donc j'ai grandi avec ma mère. Par contre, mes parents Ouais. se sont séparés, mon père est habité à Paris, à Montpellier, et moi, j'ai grandi une partie de ma jeunesse avec ma mère. Et du coup, toi, t'as fait quoi comme étude là? Moi, à Est-ce que cette t'as époque-là, trouvé déjà un peu ce que tu voulais faire ou t'as un peu hésité? j'ai un peu hésité. Je pense que j'ai quand même eu de la chance. Toi, je vois Ouais. beaucoup de questionnements aujourd'hui chez même mes petits cousins qui me posent la question, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je Oui. vois que c'est un vrai sujet. D'accord. Moi, ça l'a jamais trop été. Je savais que j'avais envie de gagner de l'argent. J'ai quand même toujours eu un peu ce truc-là. Ça peut paraître superficiel, mais quand t'as 15-16 ans, toi, là, Ouais. t'as envie de rêver grand. Donc, je me suis orienté vers le commerce, le marketing. Tu vois, j'ai fait un IUT
technique de commercialisation qui était, voilà, une voie assez classique, standard. Ensuite, j'ai étudié en Angleterre pendant un an et ensuite je suis venu à Montpellier faire un master. D'accord, d'accord. Et tu t'es dit comment ça se fait que tu te sois dit: «Tiens, ça le commerce, c'est ça qui va rapporter»? Ouais, C'est à bah, travers de connaissances, des amis? Comment ça se c'est fait ça, ouais, tu c'est t'en ça. souviens? Tu connais deux trois personnes qui ont fait ça ou qui ont un Ouais, grand frère qui a fait ça et OK, donc tu t'orientes un peu par défaut par là et après, moi, j'avais un profil déjà, un peu entrepreneurial. Je dis un peu parce que, tu as toujours des gens autour de toi qui font des vrais trucs d'entrepreneurs et en fait, tu te dis: «Beh, moi, je suis pas entrepreneur». Quand je vois ce qu'eux font, tu ouais, c'est ça, c'est difficile. La frontière, c'est à quel moment que tu l'es ou que tu l'es pas. Ouais, je comprends ce que tu dis. donc moi, j'avais un profil un peu entrepreneur, tu vois? Je vendais des Ouais, parfums. On avait des sortes OK, de contrefaçons de parfums, en gros, qui sentaient les odeurs des vrais parfums. Donc tu vois, d'accord. par exemple, je sais pas, le Jean-Paul Gaultier, le Mâle, tu sais qu'à l'époque était un parfum, iconique. Nous, on avait la même senteur, mais un flacon neutre. Et donc au lieu de le vendre à, que 80 € comme c'était vendu, tu vois, chez Sephora, nous on le vendait à 25. Et là, tu avais quel âge quand tu faisais ce business? Ça, c'est l'époque où j'étais au lycée. OK. J'étais au Ouais, donc lycée. tu as commencé assez tôt, à gagner ton argent, d'une manière ou d'une autre un peu. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça, c'est légalement quoi, quand c'est même. ça. À peu près légal. Ouais, un peu près ah ouais, ouais. C'est sûr qu'à cet âge-là, tu vas pas créer ta boîte, mais d'accord. Ouais, ouais, tu as toujours eu cette fibre comme ça. Ah, mais tu décides quand même de faire tes études et tout et derrière, en sortant, bah, là, comment ça se passe? Parce que tu finis tes études et tu te dis, «Je me mets à mon compte». Non, en fait, j'ai la chance pendant mes études, ma deuxième année de master, d'avoir un prof qui était un intervenant extérieur, qui avait une boîte de marketing et qui me dit, «Écoute, si, en septembre, à la fin de ton master, tu es libre, bah, mets-toi il y a un statut qui s'appelle l'auto-entreprise, je te montre, tu te mets dans ce statut et moi je te fais bosser pendant 6 mois». J'ai une mission de 6 mois où je cherche en fait un profil comme toi qui va pouvoir, conseiller des boîtes dans le marketing, j'étais un peu un geek du marketing, j'aimais bien ça, je lisais beaucoup de livres dessus, Ah oui? ouais et donc j'ai commencé comme ça avec ce prof-là, tu vois, qui m'a servi de guide. Heureusement parce que sinon, tu vois, je pense que j'aurais pas trop su par où commencer, j'aurais pas trop su, voilà, j'ai eu un vrai coup de pouce. Ouais, donc là, tu as créé ton auto-entreprise, tu bosses pour lui pendant 6 mois et juste donc là, tu prends de l'expérience aussi et à la fin, du Mmh coup, qu'est-ce qui s'est passé? et à la fin, en fait, en gros, lui, il avait besoin de moi parce qu'à l'époque, l'État français avait lancé un programme qui s'appelait Open Cité. Et l'objectif de ce programme, donc c'était, tu vois, on était sous Hollande, je pense, à la toute fin du mandat de François Hollande. Et l'objectif de ce programme, c'était d'aller chercher les pépites dans les cités. Donc partout en France, je crois qu'ils avaient ciblé les 30 plus grandes villes. Ils s'entouraient d'entrepreneurs locaux qui allaient dans les cités en disant: «Si vous avez des projets de création d'entreprise et que vous venez d'un quartier, bah, candidatez et on examine votre dossier et on vous donne, des primes, il y a des subventions. Vous allez rencontrer, le maire, vous allez rencontrer, des élus et cetera». Et donc moi à Montpellier, donc mon prof, travaillait sur ce programme-là et donc moi du coup, j'ai accompagné, des talents des cités, c'est comme ça que ça D'accord, s'appelait, qui sont devenus moi mes clients, en fait. d'accord, C'est ça. En fait, pour le OK, coup, la chance que j'avais, c'est que ces mecs de quartier, eux et moi, on se comprenait bien, tu vois? OK, C'est-à-dire que là où, le mec a une agence marketing, classique, tu vois? Et qui est un homme, de 50 ans et qui a roulé sa bosse depuis 30 ans dans le marketing, il y a forcément une petite déconnexion qui se fait, tu vois? Par rapport au mec de quartier qui a 20 ans, qui veut ouvrir, tu vois, je sais pas, un restaurant de nuit. Parce qu'à l'époque, tu beaucoup de projets comme ça, tu vois? D'ouvrir un un snack, qui tourne H24. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, tu vois? C'était beaucoup de projets autour quand même du commerce, pas des d'accord, projets, innovants, niveau en tout cas qui étaient pas tech. Et donc eux et moi, on se comprenait très bien et donc au bout des 6 mois, ben, j'en ai 2 qui m'ont dit: «Bah, écoute, nous, notre entreprise, on va vraiment la créer. On aimerait que ce soit toi qui nous aides pour gérer le marketing». Donc gérer le marketing, ça voulait dire, tout, de nous aider à faire un petit site, nous mettre sur les plateformes, de Just Eat et cetera, nous faire des flyers,
pour nous faire venir des gens, nous faire de la publicité sur Facebook, parce que ça commençait déjà, pas mal, tu vois? Moi, c'était un Là, sujet qui c'est m'in là où on est en 2015, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais, À peu près? OK. exactement. Et du coup, là, tu te débrouilles, quoi, parce que ça fait beaucoup Yes. de compétences, en même temps. Toi, tu étais tout seul, c'est ça, quand tu as démarré, j'imagine? Ouais, ouais, c'est ça, j'étais tout seul et ouais, bah, là, c'est vraiment ça rend la débrouille. Après, c'est bien parce que c'est des clients, qui sont pas du tout, normés. Donc en fait, ils vont pas il y a pas de cadre, tu vois? Ils vont pas te dire, je sais pas, ta presta, tu vois? Moi, à l'époque, je leur facturais, entre 500 et 1 000 € le mois. J'avais fixé ce prix, tu vois, de manière complètement aléatoire, quoi. C'était vraiment genre, je Ouais, m'étais dit: «Combien j'aimerais gagner?» Bon, bah, voilà, ça, c'est OK et en fait, mon scope, mon champ de mission était, à la fois il était pas défini, tu vois? C'était genre: «Ramène-nous des clients, fais ce que tu veux, on te fait confiance, tu les flyers, ils coûtent, 200 €, on te les paye. La publicité sur Facebook, tu as besoin de mettre, à l'époque, c'était plus ça, mais 30 € par jour, bah, OK, on fait un test». Donc pour moi, c'était super. Ouais, ouais, j'ai tu 23 étais ans, je libre, tu monte. testais. Exactement, je suis libre, Ouais, je teste. Donc ça, c'était et et du coup, mais petit à petit, j'ai l'impression que tu as affiné, quoi. Au début, tu faisais un peu tout, et ouais, combien de temps ça a mis pour que vraiment tu dises: «Non, moi, j'ai fait je vais faire 2 ça, ans quoi»? j'ai fait 2 ans comme ça, c'est-à-dire à travailler avec des snacks, heu, des boîtes de nuit, des bars. En fait, tous les commerces qui ont besoin d'avoir un jeune qui a envie de bosser, qui est débrouillard et qui connaît un petit peu tout ce qui se fait maintenant. Hem Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à voir que ce qui fonctionnait vraiment, un truc trop puissant, c'était la publicité Facebook. Et il y avait, Stan Leloup, qui qu'en parlait et moi je trouvais ça ouf, quoi. Il était pour le coup un des premiers à en Ouais. parler de cette manière-là. Il avait même fait je crois un guide gratuit, je sais plus comment ça Oui, s'appelait. oui, le guide de la pub Facebook, il avait même fait un nom de domaine, j'avais trouvé ça top. Voilà, exact, il avait fait un nom de domaine Ouais, exact et ouais. il livrait ça je crois même en podcast, non? Il y avait, Ouais, ouais. plusieurs, Ouais, je crois que le site, ça doit s'appeler guidefb.com ou .fr. Je m'en souviens parce que j'y étais allé dessus, et ah, tu ouais, étais ouais. allé. Il C'était, existe ouais, encore bah, ce moi, guide? j'ai comment? Tu penses qu'il existe encore le site? Je serais Ah, je peux curieux. regarder vite fait, hein, je peux essayer de trouver. Franchement, je serais curieux. S'il existe encore, ça fait 10 ans. Ça m'étonnerait pas qu'il existe. Ah bah, il est là, c'est guide FB, comme je vous tout collé. Alors, il faut peut-être pas se fier à ce qu'il raconte, à moins qu'il l'ait mis à jour, hein, parce que ça a peut-être pas mal changé entre-temps. Mais en tout cas, voilà, tu vois, je tombe sur son contenu et en fait, j'ai l'impression que je découvre un peu, tu vois, le pétrole, quoi. Je me dis: «Mais ça a l'air trop puissant» et donc je le teste et je vois que ça marche, mais vraiment OK. de fou et en plus, à l'époque, on avait le droit de faire plus de choses avec la pub Facebook. Aujourd'hui, Mmh. et c'est normal, ils l'ont cadré, mais à l'époque, je me rappelle que j'arrivais à cibler une personne. C'est-à-dire que j'arrivais à faire voir des publicités à mes profs, enfin à mes anciens profs. OK, Tu vois? d'accord, et Donc, bah, comment tu faisais ça? en fait, tu uploadais un fichier client dans Facebook, Genre, avec l'adresse mail ou? exactement, avec, les adresses mail. Donc à l'époque, le minimum, c'était 20. Il fallait qu'il y ait 20 lignes sur OK, ton fichier. Donc il y avait 20 mails. Donc je mettais l'adresse mail qui m'intéressait de mon prof et j'en mettais 19 autres et je mettais 19 filles. Donc j'avais un fichier avec un mec et 19 filles comme ça et tu voyais le comportement. j'excluais non, OK, j'excluais les filles de mon oui, audience. Et trop donc en fort. fait, la seule personne qui pouvait voir la pub, du coup, c'était le seul mec qui restait sur le fichier client dès que c'était mon prof. OK, Et donc ça donc du coup, je faisais un visuel personnalisé en lui disant, il s'appelait, Julien, Julien Bello, voilà, ouais, un ancien prof qui était là-dedans aussi. Je faisais une pub en lui disant, «Salut Julien, je t'ai retrouvé», et cetera, nin. Donc en fait, c'était juste que l'outil à l'époque était vraiment marrant, tu vois? ouais, C'était un peu geek et tu aimais bien ça. dingue. Aujourd'hui, tout ça, c'est impossible, donc Ouais, c'est impossible. même si est-ce que aujourd'hui tu peux uploader, des mails et dire: «Je veux cibler ces gens», quand même, ou Ouais, pas? bien sûr, mais aujourd'hui, la taille minimum, alors elle change régulièrement, elle était à 500 avant. Il fallait qu'il y ait OK. 500 lignes dans ton fichier. Là, je crois qu'elle est un peu plus basse, mais tu peux plus du tout, Pas une personne, en tout cas. non, pas une personne. Ouais, Heureusement, ouais, ouais, OK. heureusement. Ouais, 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 bah, ouais, ils en parlaient sur Trump, qui faisait des campagnes, super ciblées pour des
petite cible, quoi. Ouais, J'imagine ouais, c'était analytique. peut-être 500 ou comme ça, je sais pas trop. D'accord, du coup, là, toi, tu vois le gros potentiel, pub Facebook, et là, tu te mets à former, quoi, sur internet. Tu as tout fait en autodidacte, hein? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je me forme, moi, j'avais déjà commencé un peu à me former justement avec Stan Leloup. Dès 2015, je voyais ces trucs-là, donc déjà je le testais avec les bars, les boîtes et les restos et cetera avec lesquels je travaillais. Mais je commence à me spécialiser dessus, donc je dois me faire une page Facebook à cette époque-là, où je me présente comme, voilà, un spécialisé en Facebook Ads. Je me fais un petit site internet. On parle de moi, je sais plus exactement comment, un client parle de moi à une boîte qui s'appelle Little Marcel. T'es né en quelle année, toi, Francisco? T'es né En en 85. 85, donc t'as dû connaître début des années 2000. Les adolescents étaient habillés souvent en Little Marcel, ou en tout cas avaient des sacs, des parapluies Little Marcel. C'était une marque rayée avec des rayures multicolores. D'accord. Qui marchait très bien dans les années 2000. C'est donc était une marque, une grosse marque à l'époque. Et donc j'ai travaillé avec eux. C'est mon premier gros client corporate, que je vais dire, full sur la publicité Facebook. À ce D'accord. moment-là, c'est une grosse opportunité parce que j'ai pas de ref à présenter, mais eux sont OK, ils cherchent un spécialiste. Et j'ai un ami qui me recommande. Donc on va dire que c'est vraiment mon premier gros client, mon premier nom un peu sympa. Et du coup, à partir de là, comment tu fais pour développer ton entreprise? Pour avoir de nouveaux clients, et cetera? J'ai teste tous les moyens de prospection possibles. Ah oui? Ah ouais, à l'époque, je teste Qu'est-ce faut que t'en tu donner qu'est-ce que tu 3-4. essayé, par exemple? Bah, je faisais des trucs classiques, style, quand je voyais une pub, Ouais. je faisais une vidéo, je faisais un Loom, c'était pas Loom à l'époque, mais une vidéo de la pub que j'envoyais à la marque en disant, voilà ce qui va pas sur ta pub, etc. Est-ce que je peux OK. t'aider? Euh, sur LinkedIn, à l'époque, j'étais un peu actif sur LinkedIn. Et donc, Mmh. j'envoyais les gens de LinkedIn sur un groupe Facebook. Et dans ce groupe Facebook, que j'avais appelé les marketeurs et là, je remplaçais, dans chaque ville, j'avais un groupe, les marketeurs de Montpellier, les marketeurs de D'accord. Lyon, les marketeurs de Nantes. Et donc, je renvoyais des gens qui étaient qui m'intéressaient dans le marketing à Nantes, Montpellier. J'ai envoyé dans chaque groupe Facebook correspondait. Et là, je faisais du contenu. Je faisais du contenu sur les tendances marketing, sur la publicité en ligne, etc., etc. J'ai fait ça. Je faisais des conférences gratuites. Donc, j'écrivais à tous les réseaux, tu sais, dans plein de villes. Tu as des réseaux Ouais, d'affaires, tu vois, style ouais. BNC, tu vois, des groupes. Donc, je leur écrivais en leur disant, voilà, moi, je suis spécialiste de ça. Je fais une intervention gratuite, si vous voulez, sur une matinée. C'est de la valeur ajoutée pour vous. Et puis, moi, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà. J'avais fait un e-book. Ce qui a mieux marché, d'ailleurs, je pense, pour moi, c'est que j'avais fait un e-book où je parlais de ma méthode pour faire de la publicité Facebook. Donc, j'avais fait de la pub sur cet e-book. D'accord. Directement sur Facebook. Franchement, j'avais tenté à peu près tout ce que je pouvais faire à l'époque, en tout cas ce que je connaissais. Ouais. Ouais, donc je retrouve un peu le ta façon de faire. Tu testes plein de choses et après tu prends, ce qui marche le plus C'est ça, et tu dessus, quoi. ça. Et du coup ouais. Ouais, du coup, c'est super intéressant. Donc là, à partir de là, tu commences à devenir un peu plus connu, donc on va dire, à avoir des demandes, du coup? Ouais. Alors, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ça me permet de trouver quelques clients, OK. bon, au prix de beaucoup de travail. C'est-à-dire que le ratio temps passé à faire tout ça, argent gagné, il est vraiment pas ouf. Mais je Mmh. suis à un stade de mon activité où je m'en fiche un peu, tu vois. J'ai besoin de travailler. Et je suis persuadé, je crois beaucoup en moi et en ce que je fais, donc je suis persuadé que les clients, ça a marché, quoi. Ils vont avoir des résultats et qui vont me recommander, et cetera. Mais donc j'ai beaucoup de petits clients avec tout ça. D'accord. Je chope jamais de gros clients, donc c'est pas un truc qui est très pérenne. Pour moi, le point de bascule, il y en a deux. Il y a un, c'est Google, euh, qui s'implante. Ils ont un programme, ils s'implantent dans plusieurs villes de France et ils cherchent des conférenciers. Donc ils ont un lieu physique dans plein de villes et tous les jours, ils font venir des conférenciers Ah qui OK. habitent dans la ville pour parler de leur thématique. Et donc, j'y vais, ça s'appelait les ateliers de Google. Ça marche très fort. Ma conférence, parce que le thème était très tendance à l'époque. Il y a beaucoup de gens, la salle est remplie, la conférence plaît, et donc là, j'ai plein de contacts qui se font. Je fais beaucoup de marketing autour de ça. Donc, j'avais fait venir un vidéaste Ah qui oui. était venu me filmer.
Donc je diffuse des clips sur les réseaux, je diffuse des photos, j'essore, tu vois, tout ce que je Bah ouais, tu peux faire. rentabilises à fond, quoi. Ouais, c'est ça, Tu bien raison. exactement. Et ça m'a permis quand même, ça m'a amené beaucoup de leads qui étaient des leads plus quali, Eh oui, et qui ont bien fonctionné. J'ai aussi fait une série de conférences en Afrique sur des gros clients, donc sur par exemple Visa, Visa Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire. Donc là aussi, ça permet d'amener pas mal de visibilité. Et après le Covid. Et moi, c'est vraiment le Covid. Donc jusqu'au Covid, pour te donner un ordre d'idée, tu m'as pas posé la question, mais ça va permettre juste de mettre un repère. Covid, tu vois, je pense que je fais 40 000 euros par an en 2019, donc l'année d'avant le Covid, de chiffre d'affaires. Ce qui est très bien pour moi à l'époque par rapport à où je viens, et je suis en auto-entreprise et je gagnais rien avant. Et l'année d'après le Covid, je fais le double. Pour le coup, le il y a un Covid, je sais gros qu'il y a eu beaucoup boom. de perdants, Ouais. mais nous, dans le digital, c'est carrément c'est un accélérateur. Ouais, ouais, je m'en souviens, moi aussi, j'avais plein de demandes de gens qui voulaient lancer leur business, sur internet. Ouais, je m'en souviens beaucoup. Ouais, ouais, il y en avait pas mal. Tout le monde débutait, quoi. Après, c'était aussi des clients qui étaient, c'était pas ce que je visais, mais voilà, Ouais, pareil. puisqu'ils débutaient tous, donc c'était un Ouais, c'est peu ça. compliqué. C'est ça. Moi, tu vois, je me Bah, rappelle, après, ça permet de faire du chiffre, quoi. c'est ça. Faire du chiffre, tu travailles beaucoup plus. Moi, c'était beaucoup de, par exemple, d'agents immobiliers. OK. Agents immobiliers, Covid, ils peuvent pas bosser. En fait, ils en profitent soit pour se former, soit pour, au contraire, juste digitaliser un peu leur activité. Et donc là, à fond, j'avais beaucoup de demandes, effectivement, de clients qui sont pas vraiment dans ce que tu recherches, mais qui sont là, quoi. Oui. Et du coup, ouais, justement, à ce propos, c'était pas trop, compliqué pour toi de gérer plein de domaines, des gens de plein de domaines différents? T'as pas voulu te spécialiser ou, C'est souvent tu une es où? question qu'on se pose, tu vois, est-ce qu'il faut se Ouais, verticaliser, est-ce qu'il faut choisir une niche? Et j'ai essayé, j'ai sûrement pas bien fait, tu vois, mais j'ai essayé de cibler que les avocats, par exemple. OK. Euh, Franchement, j'ai jamais réussi à attraper une niche et à vraiment. Je pense que mon coach, il me dirait, «Spécialise-toi sur la résolution d'un problème plutôt que sur une niche, quoi». Donc toi, tu résous un problème précis et puis, peu importe qui c'est, Ouais, tu sais le résoudre, quoi. ça fait sens. Ça a sa logique. Du coup, ouais, donc là, ça explose, tu doubles ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que ouais, allez, raconte-moi, j'ai hâte d'arriver au moment où, où tu attrapes les gros poissons, mais, on va y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça va très vite. Ça va très vite parce que je rencontre un mec qui s'appelle Mohamed Bouclé. Voilà, Déjà, donc ça, tu vois, je pense que c'est en 2021. Donc en ouais. gros, j'ai 2019 où déjà je vis bien de mon activité, et je voyage pas mal et je Ah travaille en oui? voyageant, donc je découvre aussi un nouveau truc. J'ai 2021 où ça s'accélère, je fais beaucoup de formations en ligne, en présentiel, enfin en distanciel, je mon chiffre d'affaires. Et j'ai Tu fais les 2021, formations pour trouver des clients, c'est ça? Tu fais pas de la vente de formation, là? si en fait, je Ah, tu fais forme aussi? des entrepreneurs à la publicité sur Facebook. Donc là, tu es passé de done for you à, je vous forme, en fait, c'est Oui, ça? en OK, fait, je OK. fais toujours du done for you, toujours. Mais j'ai un tiers de mon chiffre d'affaires sur l'année 2020, parce qu'il y a le Covid, qui est de la formation. Il y a des gens D'accord. qui se disent, bah, moi, je veux me former à la publicité Facebook parce que ma boîte est OK. fermée. J'ai des fonds de formation. Tu sais, c'était l'époque où le CPF, c'était vraiment le truc qui, tu vois, il y avait moins de contrôle, il y avait, je pense aussi moins d'arnaques au début. Et donc, tout le monde avait des opcos, et utilisé pour se former. Donc 2020, je commence, du coup, on me demande est-ce que tu peux me former à ça? Donc je me mets organisme de formation et je fais beaucoup de formations, ouais, en Ah, distanciel. OK, OK. 2021, je rencontre Mohamed Bouclé, du coup, qui est, Tu le alors, rencontres où? Comment? Comment ça se fait? alors je le rencontre, moi, c'est un des trucs auxquels je crois beaucoup. Dans le business, souvent, on me demande quels conseils je donne pour que ça marche, etc. Et moi qui ai testé beaucoup de trucs, je pense que pour moi, l'un des trucs les plus importants, évidemment, il faut travailler. Tu vois, pour moi, c'est évident que je le dis même pas, faut travailler, faut être bon dans un domaine. J'ai même pas à le dire. Évidemment que toi, t'es excellent en copywriting. Bah, évidemment, tu vois, genre, c'est la base. Mais le truc un peu moins évident, c'est que je pense qu'il faut être sympa. C'est-à-dire,
c'est vraiment bête, mais en fait, je connais pas de gens qui sont, antipathiques, qui sont, un peu égocentriques, qui sont pas agréables, avec qui tu pas envie de travailler et qui fonctionnent très bien. Je pense que tu te heurtes à un palier parce que les gens vont toujours préférer faire appel à un mec qu'ils aiment bien, même si le mec est pas incroyable, plutôt qu'à un con, tu vois? Qui est génial. Ça vraiment, la force de l'humain, je pense qu'elle est super importante et moi, quand je regarde un peu, quand je fais une rétrospective, je vois qu'en fait, c'est quand même toujours je vais pas dire que je suis un mec sympa, tu vois? Là, pour le coup, ce serait un peu le truc, mais c'est toujours un truc qui m'a aidé et c'est juste, en fait, vraiment avec les gens, de faire le maximum pour eux. Ça m'est arrivé Mmh. plein de fois de dire à des gens: «Bah, tu peux pas payer, c'est OK, tu vois? C'est pas grave, on s'arrange, on s'entend». D'aider des gens qui m'appelaient juste en pour avoir un conseil et finalement tu passes du temps avec eux, tu les aides vraiment et juste tu es humain dans tes relations, tu vois? Sans faire le béni oui oui, mais d'aider au maximum et le give back que tu as sur ça, franchement, il est toujours fois 10. Ouais, Donc je ouais, rencontre c'est clair. Mohamed, vas-y. Ouais, je voulais te demander, tu vois, ça c'est aussi un «déclic» entre guillemets que j'ai eu et je me suis dit, ouais, en gros, tu as une corrélation, qui pourrait, probablement, si tu pouvais traquer quoi. Mieux tu es en tant que personne avec les autres, plus tu as de résultats et du coup, moi la question que je me pose, c'est comment tu fais pour être encore meilleur, tu vois? Être une meilleure personne, être plus à l'écoute? Est-ce que toi c'est des questions que tu te poses? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais pour te dire: «Bah tiens, comment je peux devenir meilleur?» tu vois? Vu que ça porte ses fruits jusqu'à maintenant, Est-ce que tu as une est-ce méthode que est-ce tu que tu peux en gros le processiser un peu, lui ouais, je sais pas, conseiller? est-ce que tu te dis: «Tiens, je vais lire, ce type de livre parce que, je sais pas, j'ai envie de m'améliorer sur cet aspect», ou est-ce que tu fais, une introspection de temps en temps, te dire: «Tiens», je sais pas. Il y a Je te pose non, juste la question. ouais, non, c'est une très bonne question. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. Je suis pas très dev perso. OK. Je travaille avec beaucoup de clients qui sont en dev perso, Oui. tu vois? Ça va un paradoxal, mais je suis pas très client de ça, parce que je crois qu'on est quand même assez déterminé, tu vois, de base et donc je crois que ta courbe d'amélioration, elle existe, mais elle est pas aussi importante que ce que certains pensent. Mais j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Dale Carnegie, que tu connais peut-être, Comment se faire des amis. Oui, bien sûr. C'est un des rares livres, vraiment, où j'ai lu et j'ai pris une petite claque. J'étais jeune, tu vois? J'avais 20 ans et Ouais, donc là, tu l'as vraiment lu tôt. ouais, j'ai lu tôt, j'ai eu la chance de lire tôt Ouais. et en plus, il est écrit, tu vois, il est simple, il est petit, il est écrit, tu vois, il est accessible vraiment, je me suis dit: «Mais évidemment», tu vois? Le mec, il t'apprend, tu vois? Comment, en fait, être sympa avec les gens. Comment, pas demander, écrire à ton banquier en disant: «Je veux ça», mais écrire à ton banquier en disant, «Comment je peux vous aider? Je sais que voilà, beh, dites-moi et moi, je vais essayer de vous aider». Comment prendre des nouvelles, comment plein de trucs. Donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a impacté et j'ai souvent gardé en tête. Je pense que pour répondre à ta question, c'est un truc qui m'a forgé, ouais. Ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec toi. J'essaie de le lire. Je pense que je le lis tous les ans et à chaque fois, tu oublies des trucs et ouais, limite, ça me frustre un peu, quoi. Je me dis: «Mais attends, mais c'est évident, comment j'ai pu?» Tu vois, ça m'était sorti de la tête, mais ouais, c'est c'est un peu le 20-80 probablement. Après, j'ai pas lu les autres, mais en tout cas, En tout cas, c'est si le tu lis livre celui-là, c'est déjà pas mal, quoi. ouais, c'est le livre que je conseille, tu vois, à mes petits cousins qui ont 15-16 ans et qui veulent, se lancer dans le business. Ils me disent: «Je dois lire quoi?» Bah, commence par ça, tu vois? Top. Il y en a plein qui jurent que par, tu sais, Napoleon Hill, Ouais, «Réfléchissez et devenez riche», je sais pas si tu l'as lu? je crois que je l'ai écouté en audiobook, mais j'ai décroché. Je sais plus trop la raison, mais je crois que j'ai pas accroché. Je sais qu'en disant ça, ceux qui vont écouter, il y en a qui vont être choqués parce que c'est vraiment une bible. Tu vois? C'est surtout chez les infopreneurs, ça a marqué beaucoup de gens. Moi, je trouve que c'est une daube, vraiment ce livre. Il y a pas beaucoup de livres sur lesquels je peux dire ça, parce que Ouais. vraiment, je suis plutôt un gros lecteur, Mmh. mais j'étais très déçu par rapport tu vois? C'est un livre on tellement a parlé. Je l'ai lu plus tard aussi, donc peut-être que, tu vois, il y a ce truc de, bah, tu un peu plus construit. Hâtif aussi, c'est Ouais, ça l'avantage. Quand tu as jamais rien lu, c'est tu lis sûr. le premier livre, tu trouves que c'est la me le meilleur truc C'est du vrai, monde, c'est vrai. mais au bout de tu as lu 5, 10, 40 livres, à la fin, tu n'as plus critique probablement. Ouais, c'est vrai. Ça a sa logique. Du coup, ouais, alors comment tu rencontres Mohamed Bouclé?
Mohamed. Mohamed, ben, c'est un ami justement qui nous présente. Trop bien. En fait, pour te dire, c'est juste l'ami d'un ami. Donc, j'étais dans un Mmh. coworking à Ouais, Montpellier, et c'est un ami qui me dit, bah, ce midi, j'ai un pote qui vient de Paris, on mange ensemble, etc. Je mange d'accord. avec ce mec. Et une semaine après, ce mec me dit, j'ai pas très bien compris ce que tu faisais la dernière fois, mais j'ai un pote qui s'appelle Mohamed. Il cherche, je pense, un mec un peu comme toi, donc je vous mets en relation, et puis si ça marche, tant mieux. Trop bien. Le mec n'a même pas idée de ce qu'il a généré comme business derrière avec cette mise en relation, tu vois. Ouais. Après ouais, mais moi ça a fait pareil avec Jody Cavalli. Après on va revenir sur son histoire, mais je te raconte un petit peu moi de mon côté, j'étais à un événement, à Paris, là c'était le grand rassemblement de Romain Collignon, je sais pas si tu vois? Enfin, je connais Ouais. Romain, mais Et là je rencontre, Face Babacar, un gars, je discute avec lui qui en fait il forme les gens à devenir, chauffeurs Uber, tu vois? À monter je les connais. tu le connais? Et du coup, voilà, il me parle de deux trois problématiques sur son business, sur sa chaîne YouTube. Je lui file deux trois conseils. Il me dit: «Waouh, trop bien!» Et puis, on discute, je sais pas, pendant des semaines, pour que, en fait, je devais lui écrire des scripts pour ses vidéos YouTube, tu vois? Et on discute, je lui balance plein d'idées de vidéos, il est emballé. Et puis là, je lui envoie le devis, puis finalement, je sais pas, ça a coincé, c'était peut-être trop haut, je sais pas ce qui s'est passé. Puis finalement, j'ai plus de nouvelles. Puis un jour, il me dit, écoute, j'ai un pote à moi, il cherche un copywriter, il va t'écrire, je vais filer ton numéro. Et là, c'était Jody, tu vois, qui me, qui m'écrit. Moi, à l'époque, ouais, ok. C'est ça aussi le truc, c'est qu'au début, bah, c'était, ça avait un petit business aussi. Ouais, Et ouais, du bien coup, sûr. voilà, on discute, et puis Parce que on là, t'es en commence à quelle année, bosser. là? Là, c'était, je pense, il y a 3 ans, ça. 3 ans. Ok. Ouais. Et Donc, du coup, ouais, ouais, t'arrives au début aussi ouais, de la croissance après, de l'explosion de ouais, Jody. complètement, complètement. Et du coup, toi, c'est un peu la même chose avec Mohamed, là. Du coup, Ouais, exactement. Exactement. mise en relation, Mise en tu relation, discutes pareil, avec lui. il est au début de son activité. À l'époque, Mohamed, il était encore salarié. Il travaillait chez, Ouais, ouais, il travaillait chez EDF, si je dis pas de bêtises. d'accord. Et je me rappelle, donc on se voit, et il me dit, donc je vois arriver ce mec, bon, qui me dit, je viens d'être vice-champion du monde de lecture rapide. Donc là, je me dis, lecture rapide, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il me dit, je vais lancer ma formation en ligne. Et il me dit, toi, t'es auto-entrepreneur, ton palier, il est à 72 000 euros, c'est ça maximum? Je lui fais, ouais. Il me dit, ah, bah, ça va être trop juste pour moi parce que moi, la première année, je vais faire le double. Et donc, il me dit ça, et je me rappelle, je lui dis: «Mais d'accord, mais mec, pour l'instant, t'as même pas de formation, genre, t'as rien», tu vois? Genre, et vraiment, et je me rappelle de sa détermination, tu vois? Et de se dire: «Non, mais je le sais, tu vois? La formation rapide, la lecture rapide, tout le monde va en faire. Je suis le meilleur là-dedans. Je sais former, je sais parler aux gens, je sais apprendre aux gens à lire plus vite. Bah, je vais le faire», tu vois? Donc, et je me rappelle qu'il me dit: «Crois en moi». Il me dit: «Moi, je veux travailler avec toi. Je vois que tu sais de quoi tu parles, et cetera, nin Bah, crois en moi et tu verras que dans un an, on sera bien». Ah donc Trop fort. et vraiment, Et toi, tu le prends comment? Parce que tu te dis, enfin, moi, probablement que je me serais dit: «Bon, c'est un beau parleur, tu salarié, t'as encore rien fait. Moi, ça fait X années que je fais ça, j'ai déjà créé ma boîte, machin», tu sais? ouais, franchement, Tu vois? Tu peux te dire ça, quoi, ou tu peux, bon, tu peux réagir de manière illimitée, mais toi, tu as réagi comment, en fait? je l'ai pris, j'étais un peu comme toi. J'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que je me suis en plus, c'était l'époque du dropshipping. Enfin, le dropshipping marchait bien, et donc toutes les semaines, j'avais des mecs qui m'appelaient, qui faisaient du drop et qui me disaient: «Ouais mec, là, je vais lancer une boutique, ça va cartonner, fou là, vas-y, faut que tu travailles avec moi, mais baisse Oui, un peu les tarifs parce que c'est le lancement, tu vois, mais t'inquiète». Et ouais, donc là, je me suis dit: «Encore un», tu vois? Genre lui, c'est pas un dropshipper, oui, c'est un ordre de formation, mais voilà, pour l'instant, il a rien, tu vois? Et après, à la différence des autres, je voyais que
quand même pas le même profil. C'est-à-dire que Mohamed, c'est quelqu'un qui est posé, qui est calme, heu, qui te parle, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui te il va te vendre un truc. Il me disait vraiment de manière très pragmatique: «Non mais, je sais que je sais former, je sais que ça je sais faire. Derrière, non, il me faut quelqu'un comme toi, mais ça on va y arriver». Donc en fait, je me disais quand même, il a l'air d'avoir le cerveau bien fait. Tu vois? Donc j'avais quand même ce truc sur sa personne qui me rassurait et qui me disait: «Bon bah, OK, tu vois, let's go, on tente, il a une bonne approche» et on a fait un test. Il a fait une formation, donc il était encore salarié, sur un week-end, dans un hôtel à Montpellier. Donc il me dit: «Écoute, je vais faire une journée de formation lecture rapide. La salle de l'hôtel, c'est 80 personnes. Si tu m'aides à remplir la salle, derrière, pour moi, on deal. Et l'année prochaine, quand je me lance full time sur ça, tu vois, tu es avec moi, tu vois. Et donc, on fait le test, on remplit la salle. Et après, à partir de là, bah, il a quitté son taf, il s'est mis en société, je crois, directement. Du coup, il est même pas passé par la micro. Il faudrait lui demander, mais je crois que directement, il a scruté cette OK, partie-là. trop Puis bien. après, dès les premières semaines de Mohamed, dès les premiers webinaires, bah, ça a tout de suite marché. C'était directement des gros chiffres. Et là, quand il fait cette journée, lui, il a pas d'audience, il a rien, c'est tout grâce à la pub, en fait? Il a un tout petit peu d'audience, OK. en fait, parce qu'à cette époque-là, il y a déjà des gens qui lui demandent des formations en présentiel, qui lui disent: «Est-ce que tu peux venir dans mon entreprise, D'accord, d'accord. former?» Donc il a déjà commencé à avoir un petit fichier client, mais qui est mince. Il a pas de communauté en ligne, tu vois? Il est pas sur Insta, D'accord. il est pas sur Facebook, je crois pas, hein, faut pas Ouais, dire de bêtises. Donc c'est majoritairement de la publicité. ouais. OK, donc là, ouais, ça là, le deal est fait, quoi. Tu as fait tes preuves, lui aussi quelque part, parce Ouais, que il devait aussi, toi aussi t'étais demandé, quoi. Tu aurais aussi très bien pu te dire: «Bon, finalement, ouais, c'est ça. ils étaient 2 dans la salle, c'était moi et lui. C'est un charlatan». Non, donc du coup, là, ça marche super bien et En plus, je vais voir, parce que moi, du coup, j'assiste à sa journée bah, oui, et donc je vois que ce qu'il fait, c'est bien, que c'est super. J'emmène mes petits frères et je vois qu'eux, ça leur plaît, ça les aide. Donc, tu vois, ça me plaît aussi de participer à un truc que je vois qui est intéressant. ouais, ouais, au-delà de juste la partie business, tu sens que ce qu'il fait, ça marche et ça te motive, je pense, d'autant plus et du coup, comment ça se passe ensuite? Parce que là, je me dis: «Tu vas te focaliser sur lui, quoi», peut-être laisser, d'autres Ouais, alors, d'autres clients de côté ou comment ça s'est passé, en fait? moi, à cette époque-là, j'étais un mindset de je veux plus. C'est-à-dire OK, que si ce client, il me prend 8 heures par jour, bah, je vais travailler 16 heures par jour pour faire tout ce que j'ai à faire. En fait, j'étais pas du tout dans une optique de je vais me concentrer sur lui parce que j'ai d'accord, pas le temps de faire les autres. Dans une idée de lui, je vais le faire à 200, mais je vais en prendre d'autres clients que je vais aussi faire à 200. Tu vois? Et OK, et et d'accord et et si je veux dormir 4 heures par nuit et pas manger, je vais pas manger, tu vois? Parce que c'est ça, tu vois? Je vais exploser et et tu as donc je tenu combien de temps comme ça? Tu es encore là ou non, non, j'ai un gosse maintenant, donc forcément déjà, tu vois, ça t'oblige à repenser un peu ton équilibre. Mais, ouais, mais ça a été comme ça pendant quelques semaines, quelques mois. OK, Et ensuite, j'ai eu Jean qui est arrivé, donc que tu connais aussi, par bah, oui, Mohamed. d'accord, donc ouais, parce qu'eux, ils se sont rencontrés aussi, ils ont Ouais, commencé à travailler ensemble? ouais, c'est ça. Bah, en D'accord, fait, un jour, ça faisait 3-4 mois qu'on faisait des webinaires avec Mohamed, ça marchait très bien. Et un jour, Mohamed me dit, «Ouais, j'ai pris un call avec un mec, est-ce que tu peux venir? Parce que j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin d'avoir ton avis». Voilà. Il m'avait pas prévenu, il m'avait pas dit que Jean avait à l'époque 19 ans et rien. Donc, j'arrive sur le call et je vois ce mec, Jean, qui a l'air d'avoir 15 ans, qui ah parle. ouais, en plus, Ah ouais, mais il a pas encore trop vite? qui parle à toute vitesse, un TGV, qui est direct, qui est dans son truc, genre il parle technique, il parle de Mate, pas Make à l'époque, mais c'était, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, d'Active Campaign, de toutes les automations, ils vont faire ça, le show-up, il va être de temps, nana. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et je vois Mohamed qui a l'air d'être convaincu. Tu vois, alors que pour moi, ça sentait plutôt l'arnaque, tu vois. Preuve que j'avais pas un très bon flair business, tu vois, parce qu'en fait, c'était juste une tuerie. Mais à ce moment-là, c'était un peu what?
Et donc Jean deal avec nous, avec Mohamed. Et c'est le début aussi de l'aventure pour moi avec Jean, parce que Jean, donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, donc Jean Lander, aujourd'hui, elle a la plus grosse agence de webinaires en francophonie. Donc, c'est lui qui gère les webinaires du coup, de Mohamed, de Jody aussi en vrai avec à peu près tous les gros, Max Piccini, la bosse avec Yumi, euh, Carole Artaud, bref. Et donc, il a son agence de webinaires est spécialisée là-dedans. Et il me dit au bout d'un moment, bah, est-ce que, en plus de t'occuper de Mohamed, tu veux t'occuper de mes clients à moi? Il était tout seul à l'époque. Et il D'accord. dit, je suis en train de grossir. Je vois que ce que je fais, ça marche super bien. Et moi, je le voyais sur Mohamed quand on était passé de quelques dizaines de milliers par mois, quelques centaines de milliers. La croissance était ouf. Et donc, je lui dis oui. Et donc, pour revenir sur ta question de est-ce que ça me demandait plus de temps? En fait, là, je me suis niché. Aussi, ce qui revient Mmh. aussi sur ta question de tout début, je me suis verticalisé sur les infopreneurs. Pas de manière volontaire, mais juste d'un coup, j'avais Mohamed, Opportunité aussi. exactement par opportunité, Mohamed qui était un des plus gros à ce moment-là, qui était en train d'exploser, Jean qui allait devenir un des plus gros. Et donc, l'avantage quand tu te verticalises, c'est que du coup, même toi, tu gagnes du temps. Tu vois, parce que ce que Oui, tu fais avec Mohamed, tu le fais avec les autres et exactement. tu Tu vois, développes un exactement. Tu gagnes du temps aussi sur les tests que tu fais. Bah, tu les fais là et tu les refais pas à côté parce que tu sais que quand tu fais ça, ça marche moins bien. Tu vois, donc tu gagnes ouais, en bah, efficacité. oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est intéressant parce que en fait, souvent, ce que tu vas entendre, c'est qu'il faut rester focus, faire qu'une seule chose. Il faut pas, écouter les opportunités. Moi, je pense que vraiment, on peut pas généraliser, quoi, de manière gé et même c'est paradoxal ce que je dis, puisque je suis en train de généraliser en disant que tu peux pas généraliser. Parfois tu peux pas. Mais là, c'était intéressant d'être resté ouvert. Tu t'es pas dit: «Bah non, moi j'ai fait toute ma, entre guillemets, «carrière» avec que des commerçants. Là, c'est des mecs, chelous, infoprenariat, je connais pas». T'aurais pu, hein, t'aurais pu si tu écouté le conseil qu'on entend très souvent: «Focus, focus», bon, bah, tu corresponds pas à mes critères, tu dégages, quoi. Ouais, ouais, Donc toi, t'es quand même resté ouvert, t'as testé et puis, et après t'as ajusté. c'est ça. Super cool. Aussi parce que j'étais à une époque, dans un mindset et un stade de ma vie où j'étais prêt aussi à travailler, tu vois, et j'étais prêt à travailler sur un truc qui allait pas marcher. Peut-être que les infopreneurs, à ce moment-là, tu vois, je pouvais dire que c'était juste une bulle et que ça allait éclater, mais pour moi, c'était Ouais. OK. Tu vois, j'étais content toujours de travailler sur des projets qui étaient excitants, avec des gens qui avaient l'air intelligents et qui payaient bien. Mmh. Il y Bien a, il y a, sûr. il y a, il y a, il y a, il y a toujours un facteur aléatoire. La chance, ça fait vraiment partie du game dans l'entrepreneuriat. Faut C'est savoir la vrai. provoquer. Oui. Ouais, c'est ça, c'est vrai que tu te dis par exemple, l'autre jour, c'est marrant parce que j'en ai fait un petit post, je sais pas, genre, je disais à mon coach: «Je galère à trouver des invités de podcast, des gens qui veuillent bien venir et tout», et voilà, je me plains un peu, quoi. Je me défoule, je dis que ça va pas et puis, je vais sur LinkedIn et il y a une personne que j'ai ajoutée parce que j'avais l'intention de l'inviter, dans le podcast, mais je voulais quand même, checker un peu ce qu'elle faisait, elle m'avait donné une bonne impression. Donc je vais quand même sur LinkedIn et puis, en fait, elle m'envoie un message, elle me dit: «On ferait pas un podcast ensemble?» Donc j'étais là: «Attends, il y a 10 minutes, je me plains que j'ai pas d'invité, là je viens sur LinkedIn et c'est elle qui m'invite dans son podcast». Enfin, heu, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit: «Ouais, tu as eu de la chance». Oui, c'est sûr que j'ai eu un peu de chance, mais si je l'avais pas ajouté, jamais elle m'aurait découvert et jamais elle m'aurait invité. Et toi, si t'étais pas allé dans ton coworking, tu pas connecté avec ce gars, t'aurais pas connecté avec Mohamed, qui lui t'aurais pas connecté avec Jean et ainsi de suite, quoi. Exactement. Moi, tu vois, là, ce que tu dis, pour le renforcer, moi, j'ai deux ou trois trucs qui m'ont porté, qui m'ont fait vraiment croître ou accélérer. Un, le Covid purement aléatoire. Il n'y aurait pas eu de Covid, je serais pas là où j'en suis. La rencontre avec Mohamed, qui est due à l'ami d'un ami. Si ce mec-là, si j'étais pas au coworking le jour où ce mec-là était venu manger
ou si ce mec-là avait annulé parce qu'il est tombé malade avant, tu vois, etc. Mais truc. Euh, globalement, je sais plus quel était mon troisième exemple en tête, mais tu vois, vraiment des rencontres qui se font. Ouais, il y a vraiment un côté aléatoire. Bien sûr qu'il faut savoir saisir. C'est-à-dire que quand je vais au déjeuner avec le mec, bah, en fait, à la fois, je lui inspire suffisamment confiance pour qu'il me recommande à son pote. Bien sûr, tu vois, c'est le minimum. Et toi, bah, tu fais le minimum qui est d'ajouter un mec sur LinkedIn, donc tu es proactif. Mais je pense qu'il faut quand même rester humble. Moi, c'est vraiment un truc qui me toujours, ça t'aide quand même à garder les pieds sur terre, de te dire, t'es pas le meilleur, tu vois. T'as de la chance, tu vois. C'est ok, t'as travaillé, t'as truc, Ouais, bien sûr. mais tu vois, faut toujours rester humble par rapport à ce truc parce que il y a de la chance, il y a de la Ouais. réussite et c'est très bien. Il y a des trucs, effectivement, où tu as de la chance dans le sens où, moi, je vois avec le copywriting, probablement toi-même, tu le vois avec le media buying, il y a un truc qui est le timing, en fait. Et enfin, le copywriting, c'était super si tu te lançais en 2019-2020, justement. Parce que c'est là où la demande a explosé. T'as offre-demande, en fait, tout simplement. D'un coup, il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres. Là, c'était génial, tu vois. Qu'aujourd'hui, en tout cas en copywriting, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres, mais très peu de demandes. Et tous les gros infopreneurs, maintenant, ils sont pris, ils ont déjà quelqu'un. C'est pour ça qu'ils ont des gros business. C'est parce qu'ils ont aussi bah, des médias buyers, des copywriters, etc. Le côté timing, c'est un truc que tu contrôles pas tout à fait. Enfin, en tout cas, tu peux pas remonter le temps. Si tu es en 2025, tu peux pas remonter dans le temps, revenir en 2019, comme ça, j'arrive au meilleur des moments. Mm. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des trucs ouais, il y a des trucs que tu peux rien faire. Si t'es juste arrivé un poil trop tard, je dis pas que tu peux pas cartonner en te lançant aujourd'hui. C'est juste que peut-être que ça va être beaucoup plus dur. Bien sûr. Ou même, imagine, t'es à la bonne époque, mais t'es juste pas dans le bon pays. Tu vois, Oui, t'es dans un pays où les gros, tu vois, ils sont pas là, tu vois, ils sont dans une autre c'est ville, vrai. tu vois. Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que bah justement, moi, quand je me suis lancé au Portugal puisque je suis portugais. Je me suis dit, tiens, ça parle pas du tout d'infoprenariat là-bas. Et je me suis dit, tiens, j'ai un énorme coup d'avance parce que bah, personne n'en parle. Si je m'installe maintenant, je vais être le futur Stan Leloup parce que c'était un peu la référence de l'époque. Je vais être le Stan Leloup portugais. Moi, c'est simple, j'écoute ses contenus, je me nourris, tu vois, et je sors un truc, un mélange, tu vois, avec mon expérience perso plus ce que lui raconte et tout. Et du coup, j'ai fait ça pendant, je pense, 2 ans. J'avais un podcast aussi. Et, Là, je viens de commencer mon podcast cette année, mais j'ai plus de 100 épisodes en portugais. Et là, pour le coup, je pense que je suis arrivé trop tôt. C'est que je prêchais, j'ai essayé de dire aux gens, bah voilà, si vous voulez monter votre business en ligne, moi je sais comment faire et tout, je vais vous montrer parce que, en fait, je le savais, mais personne n'avait envie de se lancer. T'étais trop en avance, hein. C'est comme les Google Glass, quoi. C'est super. C'est trop tôt. Les gens sont bon juste pas exemple. prêts. Ouais, le timing, c'est un truc, t'arrives trop tard, c'est trop tard, t'arrives trop tôt, c'est trop tôt. Enfin, Et là, à cette époque, c'est chaud. t'étais un prestat Ça de se joue à service pas grand chose. ou tu vendais une formation derrière ou pas? Moi, mon objectif, c'était ouais, de vendre de la formation, de la formation. Mais au début, je voulais commencer par l'accompagnement parce que c'était ce que j'avais entendu qu'il fallait faire, c'est ce qui me semble logique. Donc, t'accompagnes les gens, puis au fur et à mesure, tu vois, tiens, c'est tout le temps ces questions. Du coup, tu fais ta formation en fonction pas de, je pense que les gens voudraient ça, mais bah non. Et pendant 6 mois, ça fait 6 mois que j'accompagne les gens. Ils m'ont dit que c'est ça qu'ils savent pas faire. C'était ça mon plan initial, tu vois. Mais finalement, j'ai jamais tourné la formation et voilà. Et j'ai fini par. En fait, j'ai raté tout le timing parce que le bon timing, j'aurais dû le faire en France, mais je l'ai fait au Portugal. Et quand je suis revenu en France, bah c'était déjà pas trop tard, mais voilà, Ok. c'était pas le meilleur moment, on va dire. Ok. Et du coup, là, t'en es où là aujourd'hui? J'ai vu que sur LinkedIn, tu dis, tu gères 600 000 euros de budget pub. Ouais. C'est ça, t'en es Mensuel. où? C'est quoi ta boîte? Est-ce que t'as une équipe? C'est quoi Alors, raconte-moi un petit peu. je suis un peu en train de transitionner justement de freelance. J'ai toujours été freelance, Ok. indépendant à mon compte tout seul, à avoir une petite équipe, 3 à 4 personnes, d'autres médias qui sont J'ai avec vu que t'as moi. recruté 2 personnes, je crois, c'est ça?
Ouais, c'est ça, j'ai une personne, et j'ai ma femme qui est infirmière, et qui pendant le Covid, comme beaucoup d'infirmières, a beaucoup subi et à qui j'ai dit: «Bah, écoute, on essaye, tu vois? Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour que ça le fasse». Et donc qui est maintenant qui est média buyer, donc est à son compte, parce qu'on a voulu, séparer au maximum Tu sais, les ça me fait penser à Jean et son frère, tu où ils ont leur agence chacun de leur côté, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est pas toujours évident, tu vois? De travailler en famille, Ouais. c'est pas Non, toujours c'est évident. vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, du Donc coup elle a son activité, mais du coup, on d'accord. bosse aussi beaucoup ensemble. Je sous-traite avec elle. Là, il y a peut-être une autre personne aussi qui va nous rejoindre. Mais du coup, voilà, c'est un travail pour moi de rebrander un peu le truc, parce que les clients appellent pour travailler avec moi, avec Maxime. Et donc, finalement, leur dire, bah, c'est pas Maxime, c'est Morgane qui va gérer, ou Mélissa, ou c'est un truc. Donc, c'est un peu l'exercice du moment pour moi. Mais sinon, en termes d'activité, effectivement, voilà, j'avais mis 600 000 sur LinkedIn à l'époque. C'est ça, c'est au moins ça, ouais, aujourd'hui par mois. Mais parce qu'on gère, avec Webinar Agency, on gère les plus gros infopreneurs français, à peu près. Et moi, à côté, bah, je travaille avec Max Piccinini, par exemple, qui est un autre gros infopreneur, un ou deux gros e-commerce aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup de spend et c'est une activité qui est, pour le coup, qui est pérenne et qui est OK. Maintenant, l'idée, c'est plus de réussir à la stabiliser, à moi sortir un tout petit peu de l'opérationnel, Ouais. parce que j'ai plus exactement le train de vie que j'avais avant, tu vois, où je peux travailler 8 heures par jour. Là, maintenant, j'ai un petit, Il a euh, quel âge? qui a 1 an et demi. 1 an et demi. Ah ouais, du coup là, tes nuits, c'est dur ou Ouais, ça va? ouais, c'est dur. C'est dur. On nous avait dit, ouais, peut-être qu'il va faire ses nuits directement et que c'est comme ça. Moi, Ouais, c'est pas le cas, c'est pas le cas. ouais, Donc, il y a ça. d'accord. Ouais, du coup, ouais, là, tu as envie de ouais, d'avoir plus de temps aussi pour ta famille et mais ouais, tu es face à des nouveaux défis du coup. Avoir une nouvelle équipe, pouvoir déléguer, heu, ouais. Et Ça, ça, c'était ton futur challenge là, ouais, maintenant? c'est vraiment un apprentissage. Quand tu as fait 8 ans de carrière à tout faire toi, Mmh. à devoir dire à quelqu'un, tu le fais, et donc devoir gérer ses erreurs, parce que c'est normal qu'il se trompe comme toi tu t'es trompé, sauf que quand c'est toi qui te trompes, bah tu te trompes et t'assumes, tu vois, et tu sais pourquoi tu t'es trompé. Mais c'est un autre sentiment de devoir assumer les erreurs d'une autre personne, tu vois, Ouais, c'est vraiment, c'est différent. oui. Donc effectivement, ça c'est un apprentissage. Prendre le temps de déléguer, prendre le temps de faire les process qu'il faut pour que les personnes puissent le faire sans toi, ça aussi c'est un Mmh. apprentissage. Et aussi apprendre à travailler, tu vois, avec mon gosse, j'avais peur de pouvoir moins travailler et donc du coup que ma productivité, enfin productivité, que mon chiffre d'affaires s'en ressente. Oui, En fait, j'ai jamais fait autant de croissance et de chiffres, et jamais été aussi ouais, productif que depuis ouais. qu'elle est petit. Mais tu sais, ça me parle beaucoup parce que je me disais, tu sais, je faisais le parallèle avec DeepSeek là, l'IA, chinoise là qui je sais honnêtement, je connais pas les chiffres, mais grosso modo, apparemment, avec 2 fois moins, je sais pas si c'est 2 fois moins ou 10 fois moins, peu importe. En tout cas, avec moins de ressources, avec des processeurs plus lents ou enfin, je sais même pas si c'est des processeurs, mais c'est ça? Ouais. En tout cas, avec 2 fois moins de ressources, ils arrivent à faire aussi bien que, ChatGPT et en fait, moi, c'est là où je me dis, bah, en fait, la grande leçon, c'est quand tu te mets une contrainte, quand ta contrainte, bah, OK, bah, comment nous, on peut faire aussi bien que ChatGPT, mais avec 2 fois moins de puissance, c'est là où tu commences à réfléchir à des choses que les autres ne réfléchissent pas. Parce ils se sont pas fixés de contraintes. OpenAI, ils se sont dit, bah, c'est open bar, hein. Vous mettez le max de puissance, on s'en fout complètement, peu importe combien ça coûte. Du coup, résultat final, bah, c'est hyper gourmand. Et je pense que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, quoi. Si tu te fixes, tu te dis, bah, ok, bah, moi, je bosse 16 heures jour. Du coup, tu réfléchis pas à comment tu peux bosser 8. Mais le jour où tu te dis, non, maintenant c'est 8 parce que, putain, il faut quand même que j'aille le chercher. Enfin, il faut que enfin, j'ai pas fait un enfant pour jamais le voir. Enfin, Ouais, il faut qu'il mange et je peux pas, il va mourir. Si tu t'en occupes pas, t'as pas le choix. Et c'est là où tu commences à réfléchir à des solutions auxquelles tu pensais pas avant. C'est pour ça que
Moi, je suis toujours super attentif à quand quelqu'un me dit, il me donne une vérité absolue ou il me dit: «Bah, pour réussir dans le business, faut travailler super dur, work hard, tu vois? Hustler, machin». Ouais, ça, c'est parce que toi, tu t'es fixé, aucune limite. Mais si demain, c'est évident, si pour une raison ou pour une autre, cette personne-là, bah, de manière volontaire ou pas, bah, elle était obligée d'avoir une limite, super précise. Justement, j'ai un enfant, je sais pas, je suis obligé de bosser de mon lit, peu importe, d'un Ouais, coup, tu te réinventes, en fait et tu trouves des solutions. Donc ouais, donc ça, c'est super, super intéressant. et Donc je là, tu es pense en que train de trouver ces solutions-là, maintenant. sur Tu as ça, ce mis que ton tu viens de focus dire, là-dessus. je sais plus qui a ce concept, je me demande si c'est justement si c'est pas Stan. Ah non, c'est comment il s'appelle? Nassim Nicolas Taleb. T'as vu, j'ai confondu Stan et Nassim Pas Taleb. mal, hein? Je pense qu'il serait content. Il serait flatté, ouais. Non, qui a un concept de cimetière des éléphants, je crois. En gros, il te dit, OK. cette solution, par exemple, le fait de travailler très dur, elle a marché pour toi. Et donc, du coup, tu dis, bah, c'est ça qu'il faut faire, tu vois, ça a marché. Et Ouais, en fait, c'est ce que tu vois pas, sa c'est, logique. ce que tu vois pas, c'est derrière toi tous ceux qui ont fait la même chose que toi et pour qui ça n'a pas marché. Exactement, c'est le biais du survivant, ça. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est ça, tu vois. Pour moi, Exactement. travailler très dur pendant quelques années, ça a marché parce entre guillemets, j'étais un peu fait pour ça. C'est-à-dire que j'avais pas de mal à C'est travailler normal. sur T'avais le temps et peut-être des trucs c'était ça que exactement. tu voulais faire. Mais une autre personne qui calque ça en disant: «Je vais faire pareil», tu vois? Peut-être qu'elle explose au bout de 3 mois et qu'elle aurait des meilleurs résultats, elle, en travaillant, 2 fois moins, tu vois? Et en allant faire son sport, un son truc, parce que ça correspond à autre chose pour elle. Ah, par exemple, là, si cette personne, si elle rejoignait ton équipe, bah, vu toi, toute l'expérience que tu as, ça lui éviterait justement des nuits blanches à tester des trucs parce que toi, tu as déjà fait tout ce travail qu'elle, elle aura pas à faire. Ouais, Donc c'est ça. peut-être qu'elle peut même faire aussi bien que toi assez vite, voire même beaucoup mieux. Souvent, des fois, tu as l'élève qui dépasse le maître dans les films ou quoi parce que, bah, c'est logique. L'autre, il a mis 20 ans pour arriver là. Toi, tu arrives, il te sert 20 ans d'expérience directe. Donc toi, tu vas vivre encore plus longtemps parce que normalement, le maître, il est beaucoup plus âgé que l'élève, quoi. Donc ouais, à la fin, Ouais, l'élève dépasse le maître. Ce qui serait complètement con, c'est de te lancer media buying et puis je me forme pas du tout et je reprends tout de zéro, quoi. Mais ce qui serait intelligent, c'est ok, Maxime, il veut, là j'ai entendu dans le podcast, il veut avoir du temps pour sa famille. Tiens, je vais peut-être lui demander, je vais peut-être m'y mettre et lui montrer que je peux faire bien. Je sais pas. Et, non, c'est super cool. Et du coup, je te gage, j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qui fait c'est trop compliqué. Il faut un podcast, il faut une grosse formation. Quelques lignes, ouais. Qu'est-ce qui fait vraiment une bonne pub d'une mauvaise pub? Je sais pas, s'il y avait 3 trucs, trop dur. Est-ce que peut-être quelque part, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que souvent ce qu'on nous dit, en fait, c'est justement ce truc où tu disais, il faut être humble et en fait, il y a pas la réponse et accepter que tu l'as pas et du coup, bah, qu'il faut juste tester des tas de trucs parce que l'algo est trop bizarre et mystérieux. ouais, ce que tu dis, Je c'est sais super pas. important. Et j'ai ce que j'appelle les 8 commandements du media buying. Donc, en vrai, je l'avais pas prévu, mais en vrai, ta question, elle fait écho à ça. Je peux te donner les Nickel. principaux. Chaud. Euh, le principe numéro un, c'est ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. C'est-à-dire que dans le media buying, il y a des trends. Là, en ce moment, 2025, qu'on enregistre, les micro-trottoirs. Tu vois des micro-trottoirs sur YouTube partout. Il y a des mecs qui cartonnent juste avec ce format-là. Et en ads, t'en vois énormément. Et ça marche. C'est le format du moment. Vas-y. Et pourquoi en fait? Comment ça se fait? Parce qu'il y a une tendance de fond sur media buying, on veut plus voir de la publicité. Donc, OK. les gens Mais deviennent un peu allergiques à ça. Et le format micro-trottoir, c'est un format au début où tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Tu comprends que c'est la publicité, mais tu sais pas exactement. du coup, est-ce que ouais, donc OK, les gens veulent plus voir un truc une pub qui ressemble à une pub. Donc est-ce qu'on pourrait faire n'importe quel autre format qui est pas un micro-trottoir, mais juste c'est une pub, sauf qu'on dirait pas que c'est une pub? Et toi, tu penses que ça pourrait marcher ou tu te dis: «Non, vraiment c'est que le micro-trottoir»?
Non, 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 globalement, ce qu'on appelle des ugly ads, donc des ads qui Mmh. sont moches, ça Ouais. fonctionne parce que justement, on voit pas que c'est des pubs. OK, donc ouais, la grande tendance, c'est de faire des pubs qui ressemblent pas à une pub et que quand tu vois en fait, limite, tu vois la pub arriver, tu as l'impression que c'est un post, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, une des pubs qui a rapporté le plus d'argent qu'on ait faite, c'est une pub où, bah, Jean et Jody sont dans leur voiture. Ouais, Ils sont dans oui, leur oui, voiture, ils oui, 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 discutent et ouais, vraiment, Jody est vraiment en train de conduire, c'est-à-dire que c'est pas un oui, oui, ils sont dans les bouchons à Dubaï et ils se font des ouais, scripts, tu vois? Et ça, c'était un banger incroyable parce qu'en fait, tu avec eux, tu vois? Tu dans leur intimité. C'est pas du exactement. tout Il y a pas plein d'inserts, il y a pas un truc qui est scripté avec un mec qui Il y a te pas de dit: «Tu montage, peux machin. faire ça, nin je vais te montrer comment devenir libyen». Non, Vous faites ci, vous faites ces 3 erreurs, ouais, qui ouais, ruinent votre complètement. coaching, machin, nin. Ça marche vraiment de moins en moins. Le OK. truc du copywriter justement de se dire: «Je liste des solutions déjà essayées. Ouais, Vous ouais, avez fait ouais. un e-book, vous avez fait des DM des gens sur Instagram, ça marche plus, nin nin». Ça La a nouvelle beaucoup de mal à tendance en faire marcher. 2025, c'est C'est ça. en fait, j'ai tellement vu et toi aussi, tu vois que tu pourrais l'écrire là en 10 secondes, quoi, Ouais, bien sûr, la pub. bien sûr. Mais c'est marrant ce truc, tu parles de voiture et moi je me suis filmé hier, en fait, il y a un youtubeur qui d'ailleurs Stan a sorti une vidéo, l'une des 3, je crois que c'était il y a 3 vidéos de ça. Donc apparemment, justement, ce qui marche aujourd'hui sur YouTube, c'est aussi des vidéos qui n'ont pas l'air d'être des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo YouTube, on s'attendrait à, ben, gros montage, musique, j'allais dire effets spéciaux, mais je sais pas, enfin, c'est pas des effets spéciaux, mais enfin, plein d'effets dans tous les sens. Enfin, tout plein d'artifices, entre guillemets. Et du coup, la nouvelle tendance, c'est je me filme sans coupure. Il donne l'exemple d'un YouTuber qui se filme justement dans sa voiture. Et ce qui est sympa, c'est qu'il a mis la caméra sur le capot de la voiture. Et, euh, et du coup, ça filme le pare-brise et lui qui est à l'intérieur et conduit. Et c'est juste ça. Genre pendant 20 minutes, il parle et il conduit en même temps. Et je trouve que c'est très très cool. Euh, Bref, mais ça c'est pour une autre Mais raison. c'est Je vais un pas t'embêter avec ça. youtubeur, fitness, non? Alors la vidéo parle de ce gars-là, mais il y en a d'autres, ouais, d'autres entre guillemets clones qui ont repris l'idée. Et moi j'ai trouvé génial. Et justement hier j'ai testé, je me suis acheté, pas tiens, il est là mon truc. Je me suis acheté ce truc pour fixer mon iPhone là. Hier je l'ai mis sur le capot de ma voiture. Et mais je me suis filmé de jour, mais de jour il y a trop de reflets sur le pare-brise. En fait, c'est pour ça qu'il le filme de nuit. Mais ouais, je pense que je vais parce que je fais des podcasts là avec des invités, puis j'en fais des solos. Et je me suis dit les solos, je vais les faire comme ça. Effectivement, je me dis aujourd'hui les gens, en fait, tout le monde dit ouais, il faut plus d'authenticité, mais ça serait quoi? Ça ressemblerait à quoi un format justement authentique? Ça sera et je me suis dit tiens ça peut être pas mal. Vraiment. Ouais, donc ça c'est la nouvelle tendance, c'est ça. Ouais, Donc ce qui a marché avant ne marche pas forcément en fait, maintenant. je dis ça dans le sens où il faut continuer à tester, c'est-à-dire que là, on a trouvé un format avec les micro-trottoirs qui marche. En fait, dans 2 mois, nous, les marketeurs, on l'aura tellement usé que ça marchera plus. Donc, tu es obligé de continuellement tester des trucs, que tu vois Mmh. sur d'autres marchés. Même toi, ce que tu me dis, je trouve ça cool, tu vois? Bah, je vais dire à un de mes clients: «Achète ce truc, viens, on fait un script», tu vois? Où tu es dans ta voiture et où tu es dans ta douche et on floute et tu es en train Mais de c'est parler, exactement ça. tu vois? Mais tu sais, j'ai un pote, enfin ouais, un pote, on peut dire que c'est un pote. Lui, il avait fait un format incroyable, il y a peut-être 7-8 ans, quoi. J'avais vu une de ses vidéos YouTube où il se filme en train de repasser, de faire du repassage. Ça, Et te c'est file des conseils. Là, en fait, t'es vraiment full dans l'intimité, parce que t'es chez lui, il est en train de faire une tâche que, bah, normalement, tu vois pas sur Internet. Enfin, tu vas pas te filmer en train de faire ton repassage. C'est un peu un truc intime. Et d'ailleurs, souvent, les entrepreneurs vont être dans un élément, enfin, dans un environnement hyper contrôlé, où tu as le bon éclairage, je suis bien habillé, enfin, tout a été réfléchi. Et du coup, on a perdu toute l'authenticité. Alors que là, tu vois, ça peut être. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que, en fait, les gens se disent justement, tiens, tout le monde fait du micro-trottoir, donc c'est ça que je dois faire. Alors qu'en réalité, il faut creuser un peu plus. Pourquoi les gens font ça? Ah, ils font ça parce que on en a marre de la pub. Et ça ressemble pas à une pub. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui ressemble pas à une pub? Ah bah,
je sais pas, ça peut être, tu te filmes, je regarde une série, tu te filmes, je suis en train de manger, tu te filmes, Bien sûr. j'en sais Mais rien juste, moi. juste en fait, le script que tu as prévu de faire, qui dure 1 minute, au lieu de faire venir un caméraman, de louer un studio, d'avoir 2 éclairages différents et un gros travail de post-prod, prends ton téléphone, lève-toi le matin quand tu es mal coiffé, mal habillé, tu Oui, descends dans tes escaliers ou tu vas dans ton jardin, ouais, tu appuies sur play, tu fais ouais. ton script, tu vois? Et ça marchera aujourd'hui en 2025. Ce script, cette version-là ugly, elle marchera aussi bien, voire mieux que l'autre, tu vois? C'est juste ça d'être quand on parle d'authenticité. Du coup, en plus, ça coûte beaucoup moins cher, tu peux en faire beaucoup plus. Exactement. C'est pas mal. Et tu sais, c'est marrant parce que Arthur, tu sais, l'animateur là, il cartonne sur LinkedIn et en fait, ses posts, c'est lui justement dans son lit le matin, tout décoiffé. Et il y avait justement une personne sur LinkedIn qui a analysé ses posts et essayait de comprendre comment ça. Ah, il est arrivé, je sais pas, il y a 3 mois, puis il a pris des milliers d'abonnés quoi, et il cartonne sur LinkedIn et essayer de comprendre pourquoi du comment. Et elle avait une analyse qui était super intéressante, c'est qu'elle disait, bah, là où tout le monde sur LinkedIn est en mode hyper corporate, justement, je suis dans le contrôle, c'est que des success stories, etc. Et tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, quoi. Lui, il arrive, il casse tous les codes, il s'habille n'importe comment, il est mal coiffé, puis il raconte des trucs rigolos, pas du tout sérieux, il se prend pas du tout au sérieux, quoi. Là où tout le monde se prend au sérieux, lui se prend pas au sérieux. Donc automatiquement, il se démarque parce qu'il est en contraste avec ce qui se fait. Ce qui d'ailleurs, en fait, est vraiment une des règles un des préceptes que je suis tout le temps, c'est est-ce que tu es vraiment en contraste? Est-ce que tu es en train de faire tout l'opposé de ce que les gens sont en train de faire? Parce que vu que tout le monde est en train de copier tout le monde, si tu fais pareil, tu vas juste être un de plus. Donc, ouais, Ouais, ça peut 100% être pas d'accord. mal. Mais bon, on a vu qu'une seul principe. J'accélère. Allez, je te laisse poursuivre. C'est quoi la suite? Il y en a un deuxième qui est beaucoup plus simple et qui va beaucoup plus vite, c'est ne touchez pas ce qui marche. Mmh, Donc, je dis toujours intéressant ça. à mes clients ou aux médias buyers, vous avez une campagne qui vous ramène un CPL avec lequel vous êtes OK, faites un bénéfice-risque. Dites-vous, qu'est-ce que je gagne à rajouter 3 créas, à augmenter le budget de 50 euros, etc. Vous allez forcément perdre en performance parce que l'algorithme, il aime la stabilité. L'algorithme de Meta, D'accord, il aime pas quand vous lui faites des motifs dans tous les sens, quand vous rajoutez 10 000 créas, vous diminuez votre budget, etc. Si par exemple tu augmentes de 50 euros aujourd'hui et que tu réduis de 50 euros demain, pour l'algo, c'est pas comme si tu avais rien changé, hein. C'est comme si tu avais fait 2 modifs. Et donc ces 2 fois, il doit se réadapter à ce que tu lui donnes. Donc vraiment, je lui dis, tu as un truc qui marche, même si tu te dis que ça pourrait marcher encore un peu mieux parce que tu as une créa qui est pas très bonne, c'est là, touche pas. Tu as galéré pour avoir ces CPL, tu les as, derrière ça convertit très bien, ton lead est solide, touche pas. ça doit être dur. Et c'est très dur et après, une fois que tu l'as compris, ça te gagne du temps. Parce que du coup, tu es OK. Alors, tu vois, je sais pas que tu travailles pas sur cette campagne, tu vois, mais tu la regardes, mais là, c'est OK, tu fais pas de modif. Enjoy. Principe 3, ne désactive jamais ta créa qui prend tout le budget. En fait, ça, c'est un truc qui va parler aux gens qui déjà ont déjà un peu fait leur expérience là-dedans. Quand tu lances une campagne avec plusieurs créas, tu en as toujours une, deux, mais une qui absorbe la majorité du budget. Et souvent, c'est frustrant parce que toi, tu as préparé 5 belles créas, tu mises à fond sur une ou deux, et c'est l'autre, et l'algorithme donne tout le budget à celle-là. Donc au début, c'est OK parce que ton CPL est bon. Puis au bout de quelques jours, quelques semaines, quand je dis CPS, c'est cost per lead, c'est ton coût par prospect, commence à monter. Et donc là, tu es tenté de dire, bon ben, je désactive la créa qui prend tout le budget pour que l'algorithme donne le budget aux 4 autres. Ne pas faire ça. 9 fois sur 10, quand tu coupes la créa qui a tout le budget, ton CPL global, il explose. C'est très rare que l'algorithme répartisse intelligemment ton budget entre les 4 autres créas. Donc là, il faut repartir, retravailler dans ta campagne, rajouter des nouvelles créas. Et évidemment, quand ton CPL je sais pas, il est devenu à 30 euros alors que tu veux il est passé à 20 euros alors que tu vises du 10-15 euros, tu fais ton bénéfice-risque toujours et tu te dis, bon, ben là, je suis prêt
à cut cette créa-là, tant pis si ça explose. C'est vraiment trop cher. D'accord, intéressant. Principe 4 qui va un peu avec, c'est qu'il n'y a pas de winner il n'y a pas de winner timide. C'est-à-dire que en media buying, on cherche les winners. Ouais, On fait plein de formats pour avoir une créa qui est winner. Donc, qui va prendre du budget, qui va ramener du lead. Si jamais une de vos créas que vous avez mis ne prend pas de budget, que l'algorithme ne veut pas lui en donner, c'est pas l'algorithme qui se trompe, c'est votre créa qui est pas bonne. Il n'y a pas de winner qui se cache. Il n'y a pas de créa qui sont pas vraiment winner, etc. Si elle s'impose pas la créa, c'est qu'encore une fois, 9 fois sur 10, ça paraît qu'il y a des exceptions, mais c'est pas une vraie winner. Et je pense, le dernier truc que je pourrais te donner, c'est presser vos winners comme des citrons. C'est-à-dire, quand vous ok, avez trouvé une winner, ne vous dites pas, elle a tourné un mois, et c'est très bien, maintenant elle est épuisée. Refaites-la. Retournez-la. Votre winner, elle a été faite à l'iPhone. Ton client, ou si c'est toi le client, t'as tourné ta créa à l'iPhone, ça a marché super CPL pendant un mois. Retournez-la avec un caméra. Fais venir un vidéaste, cette fois, et refais-la avec un beau setup. Tu l'as faite à l'iPhone dans ton jardin, refais le même script dans ta voiture avec ton iPhone. ok. Tu vois, refais-la 10 fois différemment, change le rythme, change le lieu où t'es, change le décor, change ta tenue, fais-la faire par une fille si t'es un mec. Tu vois, fais venir une fille avec toi et faites le script à deux. Même script, parce que c'est ton script le plus important. C'est pour ça que les copywriters, moi je cherche, d'ailleurs s'il y en a qui écoutent ce podcast, si vous êtes des tueurs sur le format ads, allez-y, contactez-moi parce qu'on a besoin de copywriters, c'est vraiment clé. Quand vous avez un bon script, essorez-le. Refaites-le, le même, mais changez tout. Rajoutez un hook devant, c'est-à-dire plutôt que vous commenciez directement par parler, par rajouter avant, je sais pas, une actrice qui va vous dire écoutez ce que ce mec a à vous dire parce il est vraiment fort. Et ensuite ta vidéo commence, peu importe, mais réutilise à fond tes créas qui fonctionnent. D'accord, trop bien. Voilà pour les petits. Et les autres recettes, tu les gardes secrètes? Non, Les mais autres c'est. principes? Non, 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 mais t'as raison. Tu sais, je trouve que c'est un truc important. Je sais pas si c'est ça, mais moi, en tout cas, en fait, un des trucs que j'ai remarqué, c'est que on a beaucoup tendance à entendre tout le monde déballer entre guillemets ses secrets. Je pense que c'est hyper valable quand t'es infopreneur, mais quand quand tu fais du done for you, quoi, quand t'es freelance en gros, ou t'as ton agence, bah, c'est quoi ton intérêt à révéler tes secrets? Enfin, je veux dire, les gens s'écoutent, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, souvent, je sais pas pour toi, mais souvent, je vois des copywriters sur LinkedIn, 50% des gens qui commentent et qui like leur post, c'est d'autres copywriters. ouais, bien sûr, Donc, moi, je trouve que ça plutôt intelligent de se dire non, écoute, bah, j'ai ma recette, je vais pas la révéler comme ça. bien sûr. Et c'est Non, déjà top, ce que ce tu que as je peux dit. encore te dire, c'est plus léger, mais c'est éviter le samedi, par Ok, exemple. C'est un jour où les CPM, les coûts de diffusion sont un peu plus élevés que les autres, de d'accord. manière générale. Donc, si vous pouvez lancer là, par exemple, on enregistre un vendredi, bon, ben, je sais que ce que je dois lancer, je vais le lancer là, quand on va finir, parce que je vais éviter de le lancer demain. Euh, et le dernier que je peux te donner, c'est vous ne savez pas ce qui va marcher. Donc, euh, ne faites pas 5 visuels qui vous plaisent à vous. Vous avez votre code couleur, votre charte graphique. Faites-en 10 et faites-en 5 comme vous aimez et faites-en 5. Laissez faire votre prestat, laissez faire votre graphiste. Il a fait un truc moche, c'est pas grave. Tant que ça vous, évidemment, porte pas atteinte profondément à votre branding, mais même si c'est pas votre sauce, c'est pas grave. Vous savez pas ce qui va marcher, vous savez pas ce que le marché va valider, vous savez pas ce que les clients vont vouloir. Donc, continuez à tester les trucs, même si c'est pas vraiment ce que vous auriez dit ou ce que vous auriez fait. Ouais, intéressant ça. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, rester humble, tester, et puis tu verras bien, quoi. Pas te faire une idée préconçue de ça marchera, ça marchera pas. Rester ouvert d'esprit et ouais, super intéressant. Ah ouais, j'ai oublié de te parler d'un sujet. Bah, en fait, moi, mon podcast, je le voulais, moi, mon positionnement, c'est pour moi, en fait, la meilleure persuasion, c'est la relation. Pour avoir une bonne relation, il faut que les gens aient juste confiance en toi. C'est ça qui va faire un bon business. En tout cas, c'est un peu mon approche, ma théorie, c'est voilà, plutôt que justement essayer de convaincre plein d'inconnus de manière constante, ce qui est super important l'acquisition,
Mais pourquoi ne pas aussi chouchouter les gens qui finalement sont intéressés, ils se sont quand même arrêtés, ils ont cliqué, ils sont inscrits, t'as leur mail. Bah maintenant, on va faire en sorte qu'ils achètent non pas une seule fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, qu'ils restent clients à vie. En tout cas, c'est ça mon approche. Et toi, est-ce que tu as des choses à partager à ce propos, que ce soit même au niveau de business, sur l'importance de la relation, l'importance de la confiance? Parce qu'aujourd'hui, tu le sais bien, on, on est très souvent beaucoup, beaucoup de gens qui sont accusés d'être des charlatans, d'être des menteurs, de faire des tas de promesses dans tous les sens, qui ne peuvent pas ensuite tenir. C'est quoi un peu ton analyse et qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Ah, c'est un point super important que tu évoques là, autant pour nous en tant que prestat que pour un infopreneur, un vendeur de formation. Aujourd'hui, je crois que le chiffre officiel, c'est 15% des gens qui achètent une formation, qui vont au bout. Et euh, c'est 35%, 25 ou 35% des gens, on va dire un tiers, qui achètent la formation et qui l'ouvrent une seule fois. C'est-à-dire, le mec a dépensé 1000 balles, il va jamais utiliser sa formation. C'est, et ça, et tu pourrais te dire, en tant que formateur, je m'en fous. Ils ont acheté, ils consomment pas. Mais t'aurais tort. Parce que tu le vois quand tu lances des nouveaux produits, ceux qui achètent, c'est ceux qui sont déjà convaincus par ce que tu fais. Quand tu fais des événements physiques, ceux qui viennent, c'est ceux qui ont acheté tes formations, c'est ceux qui ont consommé ton podcast, c'est ceux qui ont regardé tes vidéos, etc. Donc, mets Exactement. de l'énergie sur ceux-là, aide-les à aller au bout de ta formation. Si tu vois qu'ils n'ont pas ouvert ton deuxième module, programme un mail automatique, prends un 7 heures, toi, appelle-les si tu es au truc en leur disant, je vois que là, est-ce que je peux t'aider, Ouais, ouais. etc. C'est super important. Ça, c'est sur la formation. Ouais, vas-y. Ouais, complètement. Mais tu sais, ça me fait. En fait, j'ai essayé, peut-être que. Tu sais, après, moi, je suis le mec le plus biaisé du monde parce que voilà, moi, c'est ça ma croyance. Mais je me dis, pourquoi quelqu'un irait mettre 1 000 € pour acheter une formation et juste l'ouvrir une fois? Ou il y en a même probablement qui l'ouvrent jamais. Et c'est là où je me dis, en fait, les gens, ils achètent pas le produit, ils achètent la personne parce qu'ils l'apprécient, parce qu'ils lui font confiance. Et Et c'est pour ça que je me dis que ça, c'est vraiment l'asset qui a le plus de valeur pour ton business. Et je me dis, à la limite, est-ce que c'est vraiment grave? Parce que s'il a mis 1 000 € et qu'il a pas suivi, mais peut-être que il a pas suivi la formation payante, mais peut-être ça fait 10 ans qu'il te suit, peut-être que quelque part, c'est le principe de réciprocité, tu vois, que tu connais. Ce que j'allais te dire. Il a reçu tellement que maintenant il te le donne, bon, bah, même s'il a pas consommé, même si, au final, est-ce qu'il s'est vraiment fait arnaquer, tu vois? Non, Euh, non, il a le choix de cliquer et de la regarder. c'est pas que c'est une arnaque, mais c'est que pour toi, d'un point de vue business, t'es perdant. Parce que le Ouais, mec, parce que oui, moi je comprends tout à fait ce que tu tu dis, ouais. vois, le Ouais, ouais. mec, il va pas recommander Tu penses encore une pas à long deuxième terme. fois et une troisième fois. En tout cas, c'est Faire beaucoup moins plaisir, probable. ouais. Par Non, non, contre, le complètement, mec qui a consommé 80% de ta formation, qui a vu que ce que tu fais, c'est ultra quali, complètement. il va continuer. Donc c'est vraiment, je me place vraiment d'un point de vue business, tu vois, pour toi en tant qu'infopreneur. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux qu'ils suivent et qu'ils aient des résultats et ils auront envie de continuer, ça te fera de la preuve sociale. Bien sûr. Mais t'as Non, raison, c'est c'est pas de évident. l'arnaque. Moi d'ailleurs, c'est souvent un truc qu'on me dit quand je bosse avec des infopreneurs. Toi, c'est souvent un truc, ouais, genre, mais eux, c'est des escrocs, nanana. Moi, franchement, je leur dis, je connais aucun, j'ai bossé avec pas mal maintenant d'infopreneurs, beaucoup qui sont à Dubaï, beaucoup qui remplissent les cases de ce que les gens imaginent comme étant tu vois, des gens pas sérieux, etc. J'en connais aucun qui donne pas le meilleur de lui dans ses formations. Ouais, J'en connais aucun qui fait pas un truc, qui vend pas un produit. Tu vois, il y en a qui vendent des produits, Liberty Webby. Quand c'est ouvert, c'est à 5 000 €. Produit de l'argent joli, tu vois. Mais en fait, ce qu'ils ont mis dedans, pareil pour Mohamed, pareil pour Max, c'est, c'est vraiment, les mecs se sont butés pour mettre le meilleur d'eux-mêmes. Et ils donnent des trucs, où même nous, leurs équipes, on leur dit, mais ça vraiment, genre, on le met dans la formation. C'est nous ce qu'on a mis 2 ans et ce qu'on a mis des exactement. dizaines de milliers d'euros à tester. Ouais, ils le font, tu vois. Donc, bien sûr qu'il y en a qui sont certainement des scams, purs et durs, tu vois. Moi, honnêtement, je les connais pas, je les ai pas vus, mais il doit y en avoir. Mmh. Mais
c'est derrière, en fait, c'est plutôt le niveau d'attente. Et c'est là où nous, marketeurs, on a une responsabilité. C'est que pour vendre, aujourd'hui, on a tellement tendance à, tu vois, à promettre en Complètement. disant que tu vas changer de vie sans effort, etc., etc., Ouais, c'est ça. que il y a un mismatch à la fin. Parce que bien sûr, ça demande des efforts. La vérité, c'est que la Ouais, formation, tu l'appliques, tu vois. Donc, bien sûr que les gens, euh, il y a toujours un mismatch entre là, ce que j'ai comme promesse, j'ai acheté, et en fait, bah après, ouais, il faut que je travaille. Ah ouais, en fait, ça demande de savoir faire. Faut que j'apprenne à faire ça. Faut que je passe du temps dans le système Mio, dans le campaign, dans le gestionnaire. ouais, ouais, mais moi, c'est exactement la même conclusion que j'ai. C'est pour ça que aujourd'hui, j'essaie de me positionner de manière différente par rapport aussi à ce qu'on a discuté. Finalement, on voit que quand les gens font pendant, je sais pas, 4, 5 ans la même chose, on voit qu'au bout d'un moment, ça s'épuise et il faut se renouveler. Pour la pub, pour tout, quoi. Et je me dis, dans le copywriting, il est venu le moment de se renouveler. Les gens, ils sont pas débiles. Tu leur promets la lune et puis tu leur délivres, Même pas les étoiles. enfin, même pas les étoiles, un truc tout pourri. Enfin, Ouais. ouais, ok, tu peux te faire avoir une fois, mais pas la deuxième. Et je trouve que beaucoup de copywriters, justement, vont mettre des infopreneurs dans la merde parce que c'est tellement simple. En fait, tu fais une promesse. Moi, c'est facile, hein, je t'écris, tu vas devenir riche. Ça m'a pris une seconde. Mais après, le formateur qui maintenant, parce que toi, en tant que copywriter, t'as engagé le formateur, tu vois, t'as écrit noir sur blanc que t'allais faire ça. Et lui, maintenant, il est dans la merde. Et t'as créé une grosse attente que lui pourra pas délivrer. Pour moi, tu rentres dans un cercle vicieux, quoi. Et derrière, bah, t'es déçu. T'as une expérience, ah ouais. Et même, et en fait, mon analyse de pourquoi on en est arrivé là, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est que le copywriting et les copywriters, ils ont été formés pour faire du one shot. Parce que on s'est formé avec Gary Albert, avec Ouais, bien sûr. Eugene Schwartz, etc., qui eux étaient des professionnels du one shot parce qu'ils avaient qu'une seule chance. Ils t'envoyaient un courrier postal avec voilà une lettre de vente. Aujourd'hui, bah, c'est sur Internet, on appelle ça une page de vente. C'est une page, c'est pas une lettre. Mais voilà, des lettres de vente. Et ils avaient une page A4 pour te convaincre d'acheter. Et il n'y avait pas de deuxième chance. Ils pouvaient pas te recontacter derrière, qu'il fallait envoyer toute la sauce. Donc, tant pis si tu convertissais pas. De toute façon, ils te connaissaient pas, le gars. Comme les copywriters d'aujourd'hui sont formés comme ça, en pensant bah j'ai qu'une chance, je dois faire du one shot, je peux faire qu'une vente. Du coup, ils se mettent à faire des promesses intenables, à mettre des urgences inventées de toutes pièces, des témoignages arrangés, tu vois, des trucs. Et du coup, mais en fait, aujourd'hui, cette époque, elle est révolue. On est dans un nouveau paradigme où aujourd'hui, ben, on n'a pas qu'une chance. Moi, j'ai le mail des gens, t'as leur numéro de téléphone, ils te suivent sur les réseaux. C'est pas grave. Si t'as pas acheté dans ce challenge, c'est pas grave. Tant que t'es vivant et que t'as de l'argent, tu pourras toujours acheter chez moi. Et tant que j'ai ton mail. Et c'est le cas. Donc, c'est pas grave. Un business, ça se fait sur, en fait, la question, c'est est-ce que tu veux construire un business court terme et vendre juste une fois, ou est-ce que tu veux vendre pendant toute une vie à un client, tu vois? Et du coup, si tu te dis, bah, moi, je veux vendre à toute une vie à un client, est-ce que faire ça, ça me rapproche de quoi, tu vois? Est-ce que si je crée une fausse urgence, parce qu'il va le découvrir, est-ce que ça me rapproche de, bah, je vais détruire la confiance, il ne voudra plus acheter, ou est-ce que ça me rapproche de, ok, il est sérieux, j'ai pas acheté aujourd'hui, mais la prochaine fois, pourquoi pas, tu vois. Donc, je sais Je pas ce suis que t'en 100% penses. d'accord. Ce que tu viens de dire, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent aux mecs à court terme. Tu vois? Et je le vois aujourd'hui, en fonction des copies qui viennent et qui écrivent sur les différents challenges, bah, en fait, tu as des résultats différents et les mecs sont très agressifs, bah, ils savent te générer beaucoup d'argent sur un petit laps de temps. Parce qu'ils mettent de l'urgence, des trucs comme ça et que, bah, du coup, ils l'achètent là. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur l'approche long terme, tu vois? Depuis le début qu'on enregistre, il y a un nom qui revient entre nous, qui est Stan Leloup. Et s'il y a bien un truc que Stan a fait et pourquoi est-ce que
2025 et on suivait déjà en 2015, tu vois? Parce lui, il a pour le coup choisi de construire une relation long terme, de faire des ouvertures qui sont des vraies ouvertures sur ses formations, tu vois? Avec des ventes, quand tu vois quand il te dit jusqu'à vendredi soir, bah, c'est vendredi soir, tu vois? Et ça rouvrira dans X mois et cetera. Avec des prix qui changent vraiment quand il dit que ça change, tu vois? Et avec un Oui, taux et puis il te dit pas, cette formation, je l'ai vendue 2 000 €, mais là, c'est que 1 500 alors qu'il l'a jamais vendu 2 000 € bien en sûr, réalité, quoi. bien sûr. Ce genre de truc. Mais Stan fait moins d'argent, bien sûr, que ce qu'il pourrait faire à court terme et que ce que d'autres font sur l'année. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus probablement, je pense qu'il fait pratiquement pas de pub. À ma connaissance, je crois qu'il en fait pour l'école des copywriters, mais à mon avis, il le fait pas à un niveau très poussé, quoi. Mais bon, je connais pas son business de l'intérieur. Ouais, Ouais, la puis question à se poser, c'est quel type de business est-ce que tu veux monter? Parce que finalement, tu es là pour, normalement tu vas vivre, j'espère en tout cas pour la plupart des entrepreneurs, jusqu'à 80 ans et plus, donc est-ce que tu as vraiment envie de te cramer en 2 3 ans, de promettre, enfin que ton copywriter promette des tas de trucs à tout le monde, tu pas à délivrer, tout le monde est déçu. Puis aujourd'hui, tout se sait, hein, je veux dire, tu connais un tel qui connaît un tel, je veux dire. En fait, tu as le sentiment parce que tu es sur internet, tu te dis bah c'est pas grave, il y a toujours plus de leads, il y en a toujours plus, sauf que bah plus d'ailleurs les budgets que tu montres là, je vois certains budgets de jeudi et tout. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, en plus, est-ce que je me trompe, ça c'est juste un feeling. Est-ce que Facebook au début, probablement qu'il va montrer aux gens les plus opportuns, on est d'accord? Et puis petit à petit, il est obligé d'aller montrer, mais du coup il va facturer plus parce qu'il n'a pas envie de créer une mauvaise expérience pour ses utilisateurs. Ok, je vais montrer la pub de Jody à madame machin truc qui a jamais cliqué sur rien qui a à voir avec l'investissement, mais bon, moi je peux prendre un peu d'argent de Jody, tu vois, mais ça va. Du coup, leur réservoir, il est pas si infini que ça. Non, je ce que sais tu as dit pas. est ce que tu dit est complètement vrai et pourtant Je sais pas. non, mais ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'au début, il va te trouver ce qu'on appelle les low hanging fruits, les fruits qui sont bien mûrs et qui demandent juste à s'inscrire à ce que tu leur proposes. Ouais, Et ensuite, c'est de plus en plus dur, tu remontes dans l'arbre, donc tu as des fruits de moins en moins mûrs et qui ont plus envie de s'inscrire. Et pourtant, je pense que la taille de cet arbre, il grossit. j'en vois pas ouais, exactement. Ça grossit Ah tellement ouais, que j'en trop vois bien. pas le haut. Tu vois, on dépense des fortunes et à chaque lancement, je suis toujours surpris de voir que on maintient les CPL et qu'on arrive encore à avoir des inscrits, et cetera. C'est dur, Plutôt ça une bonne demande nouvelle, du ça. travail, ça demande de la technique, ça demande d'être très bon sur les ads, mais le marché, en fait, grossit super vite. Ouais. Je pense que c'est aussi probablement une question de tendance, quoi. Ouais, beh, Selon la niche, peut-être, tu vois, je pense à Jody, je pense à l'investissement. On est un peu à un événement en ce moment où tout le monde parle de ça. bien sûr. Et du coup, probablement, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 1% des Français qui tous les ans s'intéressent parce que bah, il y a plein de plateformes, il y a plein de contenu qui a été produit en quelques années et du coup l'arbre grossit effectivement. Mais C'est ça, peut-être mais sur d'autres niches, je sais pas, sur je sais pas, la minceur, il n'y a pas un momentum, je dis n'importe quoi, je sais pas, la perte de poids, est-ce que là, il y a peut-être, est-ce que tu as noté justement des différences ouais, c'est un bon à ce exemple. niveau-là? C'est un bon exemple. La perte de poids, c'est un domaine effectivement où les leads se renouvellent moins vite. C'est-à-dire que quand tu as arrosé, sur la perte de poids pendant 2 ans, tu vois quand même quand là, en gros, ton marché, faut que tu touches à ton offre parce que tu arriveras Ouais, plus faut à que tu te différencies, avoir que des tu leads. trouves un truc. Exactement. Qui puisse justifier un changement de prix de ton côté parce que ton aide est plus cher. C'est vrai sur Ouais, la perte de poids. Après, je pense qu'il y a quand même une évolution, sociétale aujourd'hui sur la formation en ligne. ouais, Heu, aussi, c'est vrai. En fait, tu vois, je pense que le monde devient tellement complexe que tout le monde a besoin d'un coach dans n'importe quel domaine de sa vie, tu vois. Là, je disais que je suis papa depuis 1 an et demi. Et ben, j'ai pris un coach C'est vrai? Trop cool. même pas en parentalité, en paternité, tu vois. Ah ouais, Et j'ai pas trop dit ça à bien. mes parents parce que mes parents n'allaient pas comprendre, tu vois. Mon père qui vient de Centrafrique, si jamais je lui dis ça, il le sait pas, tu vois. Donc là, s'il écoute ce podcast, tu vois, il va le découvrir. Mais
Trop bien. il va me dire: «Mais pourquoi tu allé faire ça?» tu vois? Genre Ouais, c'est quoi cette dérive? Mais en fait, c'est juste, tu as pas d'enfant, heu, tu appelles un mec qui a eu plein d'enfants et du coup qui sait juste qu'il va te faire gagner du temps, qui va t'éviter des erreurs, tu vois? Et en plus moi je voulais pas, heu, ma femme est infirmière et elle était infirmière, dans les services de natalité. Donc je voulais pas qu'il y ait d'écart trop grand entre elle et moi. Tu vois? Je voulais pas être, le père qui genre, «Il pleure, on fait quoi?» tu vois? Genre, je regarde, je voulais dire: «Bah, il pleure, bah, voilà, je sais ce qu'il faut faire». Et donc j'ai pris un coach, tu vois? Et je pense que c'est trop bien. dans quelques années, il y en a qui prennent des coachs en nutrition, des coachs sportifs, des coachs, donc il y a aussi ça qui fait que les marchés, il va continuer à Ouais. grossir parce que la société, elle se Mmh. complexifie et donc tu as besoin Trop de bien. gens qui vont te donner des réponses. Tu vois, sur l'éducation, bah, quand tu t'intéresses un peu à ça, tu te rends compte qu'il y a 10 000 voies différentes. Tu vois, l'éducation positive, l'éducation que tu vas dire conservatrice, faire ça avec les enfants. Donc avoir un mec qui te dit: «Bah, moi, il faut que tu fasses ça pour que ça marche à peu près comme ça», tu gagnes du temps, tu gagnes de la clarté mentale. Et donc je pense que tu vois, tu as vraiment cette évolution sociétale sur le recours à des coachs, tu vois, qui sont en fait des formateurs en ligne, des mecs, ça qui va continuer à se démocratiser. Ah, ça, c'est super intéressant. J'avais jamais même pensé à cette éventualité, donc c'est trop cool. Est-ce que tu peux me partager, un père aussi, d'une fille de 2 ans, un truc que tu as appris là récemment qui a changé les choses? Sur l'éducation? Ouais, je sais pas, un truc où ah ouais, un petit déclic? Ouais, j'ai eu un déclic parce que j'ai eu une grosse période, génétique où je me suis intéressé en profondeur à ce sujet de la D'accord. génétique comportementale et qui est en lien du coup avec, mon gosse, qui essaie en fait, l'idée de comprendre un peu, tu vois, pourquoi tu es comme tu es. Tu vois, pourquoi est-ce que, je sais pas, tu parles facilement aux gens? Pourquoi tu Mmh. es bon à l'école? Pourquoi tu es grand? Pourquoi tu es maigre? Tu vois? Pourquoi tu es bon en langue? Et donc en fait, en gros, le résumé de tout ça, parce qu'il faudrait qu'on fasse un podcast entier pour parler de ça, Ouais, heu, c'est qu'en gros, les enfants et les adultes, mais on va parler des enfants, ils sont comme ils sont, principalement à cause pour des raisons qui sont génétiques. C'est-à-dire qu'ils naissent, comme ça avec leurs facultés et que je pense que ça sert pas à grand chose de batailler pour les faire changer, pour les mettre à ton image à toi. En fait, moi, le regard que j'ai, c'est plutôt: bah, aime tes enfants, passe du temps avec eux, rigole avec eux, partage des moments avec eux, observe-les grandir et bien sûr qu'ils vont s'imprégner de toi, de ton éducation. Et tu vois, je dis pas du tout de laisse ton gosse, si tu veux prendre de la coke à 5 ans, il prend de la coke à 5 ans, tu vois? Évidemment. oui. Il faut jouer sur le téléphone, regarder toutes les pubs, tu vois? Ouais, exactement, tu vois? Évidemment que tu as des choses qui sont bonnes pour lui, c'est un enfant. Moi, par exemple, il a pas d'écran, tu vois? Il y a des trucs. De base. Mais en fait, tu vois, et je pense que ton gosse, en plus, sera mieux adapté à la société, à sa société à lui que toi. En fait, moi, j'ai pas peur, tu sais, de TikTok, par exemple, il y a beaucoup de jeunes pères qui Ouais, disent: «Ah moi, j'ai peur que mes enfants, ma fille, elle se mette sur TikTok et cetera». Tu vois? Où j'ai peur qu'elle soit sur les écrans et que du coup, elle sache plus écrire, elle sache plus lire. En fait, ouais, je pense qu'ils vont grandir dans une société où il y aura plus besoin de ça. Et eux, ils seront construits pour cette société-là, donc en fait, ils seront très adaptés et déjà très jeunes, ils en sauront plus que toi, tu vois? Donc pour moi, les conseils très paternalistes sur ce qui est bien, ce qui est mal, bah, c'est un truc, sur lequel, je pense que je me sauf à ce qu'ils me demandent, tu vois? Mais je serai pas ce père-là et c'est juste de dire, voilà: «Kiffe, prends du bon temps, aime-les», tu vois? Parce que le temps passe, super vite. ouais, c'est ça. C'est vrai, surtout tu le vois avec les enfants où ils grandissent à une vitesse, Ouais, c'est tu parce que des souvent, des ouais, enfants, toi? comment? Ouais, j'ai une fille de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Je crois que tu me dis ça comme une expression, mais en fait, tu as vraiment une fille Ouais, de ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bah, je pense que là, il y a pas mal il y a pas mal justement d'entrepreneurs, qui commencent à avoir des enfants, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Alors, on s'est tous pas mal lancés au même moment, Stan, il a eu ses je crois qu'il a 2 enfants maintenant, Ouais. ça arrive. Bah, ouais, là, une fois que tu es dans la trentaine, après, tu es dans Mais un tunnel, Mais tu sais, c'est ça et des fois je me dis: «Ouais, c'est top, c'est dingue ce qu'il fait un tel et un tel». Et après je me dis: «Ouais, mais lui regarde, il est célibataire, il a pas d'enfant». Tu vois? C'est
Ouais, bien sûr. Faut comparer ce qui est comparable, quoi. Donc voilà, Et bref. voilà. Tu prends ton plaisir, différemment et c'est OK. Ouais, ouais, carrément. Bon, bah, nickel. Est-ce que, tu peux nous dire, on peut te retrouver si on a envie de te contacter, d'en savoir plus sur toi? LinkedIn, principalement, Ton LinkedIn, je mettrai le lien, ouais. donc je mettrai quelque part, dans les notes du podcast. Donc voilà, bah, écoute, merci, c'était super cool. Je vais te laisser aller, du coup, préparer tes pubs, comme ça, je C'est serai tranquille pour le week-end et puis, bah, j'espère à très vite, hein. Merci à toi, Francisco, pour l'invitation. En tout cas, Merci. c'était top, très agréable de parler avec toi et puis, bah, de toute façon, on se reparle à côté, très vite. Ouais, j'espère aussi. Allez, ciao.